Ensuite, si j'ai bien compris, les réponses doivent être d'1 minute. C'est bien ça? Oui, OK, parfait. OK, merci. Bonjour. Merci beaucoup. Chaud, froid. Chaud. Allez, passe. Super. Bonsoir à toutes et à tous. Merci beaucoup d'être là ce soir. On est au Centre Saint-Pierre, qui est un lieu de débat vraiment important qui existe depuis 48 ans. Saviez-vous ça? Dans le quartier Centre-Sud. Donc, merci beaucoup de l'accueil au Centre Saint-Pierre. Charles, là-bas, Filion, qui est le directeur, merci de nous accueillir. Ce soir, on vous offre une formule hybride, comme vous pouvez le constater. Alors, on a des gens dans la salle, on a des gens sur l'ordinateur. C'est comme ça qu'on fonctionne en 2020 et en 2021 et peut-être pour d'autres années. On verra. Alors, juste vous dire, si vous êtes sur Zoom, il y a une section discussion chat dans laquelle apparaîtront les questions qui vont être adressées ce soir. Alors, n'hésitez pas à ouvrir ça sur votre Zoom pour avoir un support visuel pour les questions. Nous allons ce soir discuter des enjeux locaux dans la circonscription Laurier-Sainte-Marie avec les candidats et les candidates des 3 partis qui ont bien accepté notre invitation ce soir. Alors, on accueille Mme Marie-Evelyne Michel du Bloc québécois. Merci d'être là ce soir. Monsieur Stephen Guilbeault du Parti libéral du Canada. Bonsoir. Merci. Et Mme Nima Machouf du Nouveau Parti démocratique. Bonsoir et merci. Oui, il y a du monde dans la salle. La soirée va se dérouler en 3 parties. La première partie, on va laisser un temps à chacun et chacune des candidats et candidates de se présenter brièvement. À la suite de ça, on vous a concocté des questions sous 4 thématiques différentes. Les thématiques sont les suivantes: urgence climatique et les impacts sociaux de celle-ci, les conditions de vie, en deuxième lieu, particulièrement pour les personnes en situation de vulnérabilité, et on parlera aussi panier de biens et services. À la suite de quoi, la 3e thématique concernera les infrastructures, logements sociaux et communautaires. Et enfin, 4e thématique, la fameuse COVID et le futur. Notre dernière partie, en fait, sera... en fait, non, ce n'est pas notre dernière partie, excusez. La partie suivante sera, on a récolté dans les dernières semaines des questions des citoyens et citoyennes de la circonscription. Donc, on vous en adressera un certain nombre. À la suite de quoi, il y aura aussi un mot de clôture de la soirée qui pourra être fait par chacune d'entre vous. Par rapport à l'ordre pour répondre aux questions, il y a un tirage qui a été effectué, un tirage au sort. Donc, selon les questions, vous répondrez dans un ordre différent que je vous indiquerai. Et pour le bon déroulement du débat, on va vous demander de respecter scrupuleusement le temps qui vous sera imparti. Vous avez juste ici un petit rappel de ce temps-là, puis je vais vous l'indiquer à chaque fois de toute façon. Alors, sans plus tarder, on pourrait commencer. La première partie, c'est juste un mot de présentation, en fait, de votre part. Et vous avez 1 minute 30 pour ça. Et la première personne qu'on invite à se présenter est Mme Nima Machouf. Merci beaucoup.
Alors, Nima Machouf, je suis une militante féministe, écologiste et des droits humains féministe. Je suis d'origine iranienne. Je vis à Montréal depuis plus de 35 ans. J'ai fait mes études ici. Je suis une spécialiste en santé publique. Je me lance en politique cette fois-ci pour la deuxième fois. J'étais candidate aux élections de 2019 aussi parce que surtout maintenant, avant aussi, mais surtout maintenant, on a des choix super importants à faire dans notre société pour ce qu'on veut pour notre avenir. On est à la croisée des chemins et on a beaucoup de décisions importantes à prendre. Et pour pouvoir prendre ces décisions importantes, ça prend du courage, ça prend de la motivation et de la détermination. Et moi, je pense que je suis une personne qui pourrait offrir ces éléments-là à la population. J'ai accompagné les gens durant la COVID de par ma profession, mais j'ai accompagné les gens aussi. Et je faisais partie des luttes pour les ruelles vertes, pour les changements de la société. J'ai été à Projet Montréal, à Québec solidaire, et c'est juste la suite de mon implication maintenant qui irait vers le fédéral pour continuer ma lutte, pour continuer ce que j'ai fait dans la rue comme militante, et maintenant j'irai le faire au Parlement, là où se prennent les décisions. Merci, Mme Machouf. Monsieur Guilbeault, je vous inviterai à vous présenter. Bonsoir, je remercie la CDC d'avoir organisé ça et je remercie également le Centre Saint-Pierre de m'accueillir à nouveau. C'est ma deuxième fois en 2 jours ici au Centre Saint-Pierre. Toujours un plaisir d'être de retour. En fait, ça fait très longtemps que je viens au Centre Saint-Pierre parce que je suis militant écologiste depuis à peu près une trentaine d'années. Alors, il y a 25 ans, on organisait des conférences ici sur les changements climatiques. Il n'y avait vraiment pas beaucoup de monde. On faisait des conférences de presse aussi. Il n'y avait vraiment pas beaucoup de journalistes. La question des changements climatiques, c'est le combat d'une vie. Pour moi, j'ai passé l'essentiel de ma vie professionnelle à travailler là-dessus et j'ai décidé en 2019 de sauter dans l'arène politique pour poursuivre mon combat sur la question des changements climatiques. Donc, au fil des années, j'ai beaucoup milité pour le transport collectif. Notre gouvernement est le premier dans l'histoire du pays à mettre en place un programme de financement permanent pour le transport collectif. Il y a 300 projets de transport collectif en réalisation présentement au pays grâce à ces investissements-là. Premier gouvernement dans l'histoire du pays à mettre en place un programme pour le financement du transport actif. Donc, toutes les pistes cyclables qu'on voit pousser partout, ça vient bien sûr d'une volonté locale, mais c'est aussi parce qu'il y a un partenaire fédéral qui est là pour accompagner ça. J'ai aussi beaucoup travaillé sur les questions sociales également. Je suis cofondateur de la première coopérative d'habitation verte à Montréal qui s'appelle le Coteau Vert, qui est dans Rosemont-la-Petite-Patrie. J'ai travaillé également pendant plusieurs années pour la Fondation canadienne des droits de la personne. Alors, c'est toutes ces questions-là que je suis allé défendre, que je défends maintenant à Ottawa. Merci beaucoup. Merci beaucoup, M. Guilbeault. Madame Marie-Evelyne Michel. Bonsoir, bonsoir. Je vous félicite d'abord de dire mon nom comme il faut. Je sais que ça a attiré l'attention de plusieurs personnes sur la rue. Alors, mettons ça au clair. Mon prénom s'écrit, oui, en 3 mots. C'est Marie-Evelyne. Ça se prononce tout collé. Marie-Evelyne. Mon nom de famille est Michel. Moi, je viens du milieu des communications. J'ai étudié ici à l'UQAM en communication. Après quoi, je suis allée travailler à l'étranger quelques années à Londres, à Paris, où j'ai travaillé d'ailleurs comme cadre détaché pour le ministère des Relations internationales pour l'Association France-Québec. Donc, mon rôle là-bas était de faire rayonner la culture québécoise en France. Ça se faisait par le biais de conférences que je faisais un petit peu partout à travers la France avec les quelques collègues avec qui je travaillais. On faisait aussi la gestion de programmes d'échange culturel entre la France et le Québec. Concrètement, on donnait des permis de travail aux jeunes Français qui viennent ici. Ensuite, de retour au pays, j'ai intégré le milieu des communications, le milieu culturel dans lequel j'ai travaillé durant 20 ans. En cinéma, en télévision, devant, derrière la caméra. En tant que bonne pigiste, j'ai fait à peu près tous les métiers qu'on peut faire autour des communications. Et les années passant, j'ai eu envie d'autre chose. J'avais envie de redonner à la société et c'est là que la politique entre en ligne de compte. Et j'ai intégré le cabinet de M. Blanchet après les dernières élections et je suis devenue maintenant directrice de cabinet adjointe jusqu'au déclenchement des élections. Merci beaucoup, Mme Michel. Sans plus attendre, on passerait à la première thématique de la soirée.
Comme je vous le nommais tantôt, c'est l'urgence climatique et les impacts sociaux de cette urgence-là. Avant chaque question que je vais vous adresser, je vais faire un petit préambule pour mettre en contexte la chose. J'y vais. Le dernier rapport du groupe intergouvernemental sur l'évolution du climat d'août 2021 affirme que si les émissions de CO2 se poursuivent au rythme actuel, l'augmentation de la température de la Terre pourrait dépasser d'ici 20 à 40 ans les 2 degrés limites de l'accord de Paris et même atteindre 3,6 degrés à la fin du siècle. Depuis plusieurs années, et particulièrement cet été, nous constatons les effets dévastateurs des dérèglements climatiques à travers le monde, au Canada et au Québec, évidemment. Les exemples sont nombreux, dômes de chaleur provoquant des incendies qui ont rasé le village de Lytton en Colombie-Britannique, cultures de blé dévastées par la sécheresse dans les provinces du centre ou encore les feux de forêt en Ontario qui ont affecté la qualité de l'air ici même à Montréal. Mise en contexte, faite. Les choses vont mal. Voici la première question. Quelles mesures supplémentaires vos formations politiques respectives s'engagent-elles à mettre en place pour limiter fortement les changements climatiques et pour s'adapter à ceux-ci par rapport à vos anciens programmes lors des élections passées? Chaque personne ici va avoir 1 minute pour répondre à cette question-là. Je vais vous donner l'ordre et à la suite de ça, vous allez avoir un débat ouvert entre vous de 6 minutes où vous pourrez prendre la parole à votre guise en ayant un respect pour que tout le monde puisse prendre la parole. Alors, je vais d'abord donner la parole à M. Guilbeault. 1 minute, rien que pour vous. Merci. Alors, tout à l'heure, donc, je vous disais que j'ai dévoué ma vie adulte à cette question-là. Je suis cofondateur d'Équiterre. J'ai travaillé à Greenpeace également, Greenpeace Canada, Greenpeace International. Plus précisément, les mesures. Donc, je vous disais que nous sommes le premier gouvernement à avoir mis en place toute une série de mesures, notamment un prix sur la pollution. Ce qui, selon l'ensemble des économistes et des experts, je pense notamment à Catherine Potvin de l'Université McGill, qui est la mesure la plus efficace, ou en tout cas l'une des mesures les plus efficaces pour lutter contre les changements climatiques. Mais on s'est également engagé à mettre un plafond sur la pollution du secteur du pétrole et du gaz, d'éliminer toutes les subventions aux combustibles fossiles 2 ans plus tôt que prévu. Les pays de G20 sont engagés à le faire d'ici 2025. Nous nous engageons à le faire d'ici 2023. Et elles ont diminué depuis 2018 de 3 milliards de dollars par année. Donc, c'est vrai qu'on investit encore là-dessus. Et nous investissons maintenant, par contre, 2 fois plus dans l'économie verte que dans les combustibles fossiles au Canada, ce qui est une première. En fait, 43 milliards de dollars cette année qui sont investis dans l'économie verte grâce à notre gouvernement. Merci, M. Guilbeault. Ça serait à vous, Mme Michel, sur la question. Oui, merci. Alors, de notre côté, si on parle des différences qu'il y avait dans notre programme entre celui de 2019 et celui que l'on présente cette année, en 2021, je voudrais rapidement qu'en 2019, on parlait déjà de souveraineté environnementale, on parlait déjà de péréquation verte, de fin des subventions aux énergies fossiles, de l'électrification des transports, de carboneutralité. On utilisait à ce moment-là, dans notre vocabulaire, là, on parlait d'émissions zéro. On parlait déjà de rénovation verte, de réduire l'utilisation des pesticides dans l'agriculture. Alors, rapidement, au niveau des différences, nous, on veut revoir la loi sur la carboneutralité pour la transformer en véritable loi climat dès le début de la prochaine rentrée parlementaire, dans le but qu'elle ait des cibles, qu'elle contienne des cibles bien identifiées et des mécanismes de réajustement pour qu'on s'assure d'enfin atteindre nos objectifs et réduire nos émissions de gaz à effet de serre. On veut mettre en place des politiques qui vont répondre à un test climat et on aura l'occasion de discuter davantage du reste. Merci. La minute passe vite, oui. Merci, Mme Michel. Mme Machou. Merci beaucoup. La minute passe très vite, alors je vais y aller vite. Alors, avec nous, avec un gouvernement NPD, il n'y aura plus de dollars de l'argent public qui sera investi dans le pétrole. Nous sommes contre l'industrie fossile, donc l'argent public ne doit pas être utilisé là-dedans. L'environnement, il ne faut pas se le cacher, elle n'est pas protégée. Notre eau, notre terre, notre air n'est pas protégée. Donc, on veut mettre des lois pour les protéger. On veut mettre dans la loi une charte des droits environnementaux et aussi, on veut donner un statut juridique au fleuve Saint-Laurent que les Amérindiens appellent le chemin qui marche. Notre façon de consommer doit changer, notre façon de produire l'énergie et de consommer l'énergie doit changer. Alors, on veut aller vers une alimentation de nos collectivités sans carbone et électrique carboneutre à 100% d'ici 2040.
La Banque du climat est aussi un autre point fort. La taxe carbone est un bon début, mais il ne faut pas la plafonner. Merci beaucoup, Mme Machouf. Ça serait maintenant le moment d'avoir une discussion ouverte, en fait, qui peut durer jusqu'à 6 minutes entre vous sur la question. Y a-t-il l'un ou l'une d'entre vous qui voudrait se lancer? Je me lancerai. Moi, je m'excuse d'être arrivée en retard parce qu'on avait une activité avec Extinction Rébellion, avec Justice climatique, avec des profs et chercheurs de McGill et Concordia, entre autres celui qui possède la chaire sur les changements climatiques et le développement durable, et avec Courage Montréal, parce que ils sont venus pour soutenir ma campagne et aussi ils voulaient mettre un point ou protester contre l'inaction du gouvernement libéral en matière de climat. Et nous sommes d'accord là-dessus qu'il faut atteindre des cibles, il faut réduire notre consommation, il faut faire quelque chose pour le climat. On est tous d'accord là-dessus, on veut tous faire des choses sur le climat, mais l'important, c'est de les faire, de tenir nos promesses et d'être sérieux là-dessus. Alors, sur la taxe carbone, par exemple, aujourd'hui, c'est plus, il faut être beaucoup plus, à mon avis, il faut être beaucoup plus sévère avec les pollueurs. Pour l'instant, les pollueurs achètent le droit de polluer. Il y a un prix sur la pollution, c'est très bien. La taxe carbone, c'est une très bonne politique, mais il ne faut pas la plafonner. Hier, on avait un débat et Steven, on se connaît depuis longue date, alors on se permet de se tutoyer. Donc, Steven, tu disais que la taxe carbone, vous n'allez pas la plafonner. Vous allez continuer à l'augmenter. Parce que si on ne l'augmente pas, dans le fond, les gens vont juste acheter de la pollution, ils ne vont pas arrêter de polluer. L'idée, c'est d'avoir quelque chose pour les empêcher de polluer. C'est déjà dans la loi. Mais c'est en contradiction avec votre programme, de un. De deux, quand tu présentes le bilan du gouvernement libéral en matière d'environnement, tu as 10 points et dans ton bilan, je ne vois nulle part l'achat du pipeline. Pourtant, c'est le gros morceau. En fait, c'est l'éléphant dans la pièce. Pourquoi tu ne l'as pas inclus? Je peux vous... D'abord, nous sommes le premier gouvernement à mettre en place un prix sur la pollution au Canada et on a dû se battre jusqu'en Cour suprême contre 4 provinces qui voulaient nous refuser la capacité de faire ça, dont, je dois le dire, hélas, le Québec. Or, nous avons gagné cette bataille-là dans la Cour suprême. Alors, la tarification carbone, ça a commencé en 2018 à 10 $ la tonne, ensuite 20 $, ensuite 30 $. Nous sommes rendus à 40 $ aujourd'hui, ce qui est plus que le Québec, la Californie, la Colombie-Britannique. Nous serons à 50 $ l'an prochain. Et après 2022, c'est déjà dans la loi. Nima, je ne sais pas, tu avais toute l'opportunité depuis hier d'aller voir. C'est déjà adopté dans la loi. À partir de 2022, ça va augmenter non pas de 10 $ par année, mais de 15 $ par année. Ce qui fait qu'en 2030, nous serons à 170 $ la tonne, ce qui fera du Canada l'un des endroits au monde où le prix sur la pollution sera le plus élevé. Et on le plafonne en 2030. Bien, on va jusqu'en 2030, mais j'aimerais vous lire, parce que c'est vrai qu'on parle souvent, quand on parle de changement climatique, de plans, puis tout ça, mais je pense que c'est aussi beaucoup du concret. Et j'aimerais vous lire 2 déclarations que vous pourrez trouver facilement là, dans les médias. Une du conseiller d'arrondissement de district de Saint-Paul-et-Émard, Alain Vaillancourt, qui dit « Je pense que Stephen Guilbeault a aidé à faire bouger les choses. » Il parlait du déneigement de la piste cyclable 12 mois par année dans le canal de la Chine. Un autre militant du vélo qui se nomme Mathieu Murphy-Perron, il dit en anglais, je vous le traduis, là, c'est dans la Gazette, « Stephen Guilbeault, sur la scène fédérale, a fait toute une différence. Clairement, il exerce une influence sur le cabinet et sur les différentes agences. » Alors, c'est sûr que c'est important de travailler sur les plans, puis sur les objectifs 2030, puis la carboneutralité, c'est super important, mais c'est aussi le travail d'un ministre et d'un député, c'est aussi de travailler sur le terrain pour faire avancer des dossiers. Et ces exemples-là montrent que c'est exactement ce que j'ai fait depuis que je suis arrivé à Ottawa. J'ai poursuivi mon militantisme sur la question du vélo, l'ouverture de la piste cyclable sur le pont Jacques-Cartier 12 mois par année. En travaillant avec Québec et Montréal, on a sauvé la biosphère. Donc, c'est ce genre de choses-là très concrètes aussi qu'on doit être en mesure de faire. Mais j'aimerais saisir l'occasion d'ajouter aux réflexions qui sont proposées aux gens qui nous écoutent ce soir
Parce qu'évidemment, il y a toutes sortes de mécanismes qui peuvent nous permettre de lutter efficacement contre les changements climatiques. Les politiques en font partie. Il y a beaucoup de façons de le faire. Ouf, ma voix vient de prendre une autre dimension. Alors, parlons de fiscalité verte. Parce qu'écoutez, parmi les mécanismes qu'on peut utiliser, il y a la fiscalité. Et c'est un élément dont vous allez entendre parler de plus en plus parce que nos placements en tant qu'individus sont importants. Pendant que nous, chacun, on tente de faire localement des efforts, on travaille au déménagement des pistes cyclables, etc. Les banques, par exemple, à Toronto, durant les 5 dernières années, ont investi 700 milliards de dollars dans les énergies fossiles. Alors, on voudrait que ces placements-là qu'on confie aux banques soient réorientés vers ce que sera notre économie du futur, qui devra être une économie verte. Alors, il faut subventionner, soutenir financièrement par nos placements. Nos banques doivent faire cet effort-là d'accompagner une transition verte, elles aussi, et ça passe par des placements REER qui sont plus verts, ça passe par le gouvernement aussi qui doit, dans ses placements REER de cette immense masse salariale qui est celle de leurs employés, faire une transition pour soutenir davantage l'innovation verte et un peu moins l'énergie fossile, qu'on ne pourra pas, non, laisser tomber du jour au lendemain parce qu'il y a des travailleurs qui sont là, mais on doit accompagner les gens de cette industrie-là dans une transition de leur économie. C'est très important parce qu'on est quand même là pour la population. On ne veut pas affamer qui que ce soit. Merci beaucoup. C'est tout le temps qu'on avait pour ce premier échange. Mais inquiétez-vous pas, on a une deuxième question pour vous. Ça tombe très bien que ça vous passionne. Je vous donne tout de suite la deuxième question en lien avec la thématique. Les populations les plus vulnérables sont et seront les plus affectées par les changements climatiques. On peut penser, si on prend le quartier ici, les îlots de chaleur, qui sont vraiment quelque chose de remarquable, disons-le. Quelles sont les mesures prioritaires à mettre en place pour limiter l'impact de ces changements sur les populations les plus vulnérables, selon vous? Et je vais vous donner votre ordre. On va commencer par Mme Michel. Oui, Une d'accord. minute. Merci. Bien, écoutez, pour limiter l'impact des changements sur la population, c'est clair que ça prend des politiques environnementales. On en parle, tous les partis en parlent, donc ça sera obligatoirement à l'agenda du Parlement. Mais les changements climatiques, on y est déjà, c'est déjà commencé. On voit les feux de forêt qu'on a eus dans l'Ouest canadien. On a vu les températures atteindre 45 à 48 degrés. On a vu les inondations à New York. Alors, pour limiter l'impact sur les personnes les plus vulnérables, eh bien, il faut se préparer. Qu'est-ce qui arrive quand une catastrophe nous frappe? On a des gens qui sont malades, on a des gens qui sont blessés. Ça prend un système de santé qui est capable d'accueillir et de répondre rapidement à la demande. Alors, pour ça, on a besoin d'un système de santé en santé. On a besoin d'avoir nos transferts en santé pour que nos institutions, pas nos institutions, nos installations puissent accueillir les gens qui ont besoin d'y aller et pour que nos travailleurs puissent effectuer leur travail en préservant leur propre santé également. Ça prend quoi aussi pour faire face à tout ça? Ça prend un toit pour tout le monde. On en parlera après, d'accord? Merci beaucoup. On va continuer avec Mme Machou. L'ironie de la chose, c'est que les personnes qui subissent le plus les dégâts des changements climatiques, les problèmes des changements climatiques, ne sont pas ceux qui ont contribué le plus à ces changements-là. Ce n'est pas eux qui ont consommé le plus, mais c'est eux qui ramassent le plus qui en souffrent le plus. Alors, nous, on veut créer un bureau de justice climatique. Ce bureau-là, il va servir à évaluer les impacts disproportionnés de la pollution et des conditions de vie des populations les plus marginalisées pour pouvoir agir de manière plus directe. Autre élément, le transport en commun gratuit à l'intérieur, dans les centres-villes, dans les grands centres-villes. Les villes qui le désireront offrir le transport en commun gratuit, nous, on débloquerait l'argent fédéral à ce niveau-là. Et pour lutter contre pour les îlots de chaleur, les 2 milliards d'arbres que le gouvernement libéral avait promis, j'en aurais aimé en avoir quelques-uns au moins ici dans notre quartier pour lutter contre ça. Merci, Mme Machou. Monsieur Guilbeault? Je suis d'accord avec mes deux collègues. D'une part, nous sommes déjà entrés dans l'ère des changements climatiques. Mme Michel a raison. Si les gens avaient écouté les écologistes il y a 25 ans, on n'en serait peut-être pas là, mais
Nous sommes là, donc on doit s'adapter au changement climatique. Et Nima parlait de la justice climatique. J'ai publié mon premier livre il y a 10 ans à peu près, et il y avait tout un chapitre consacré à cette question-là de justice climatique. Donc, alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour s'adapter, notamment dans le contexte urbain? Bien, c'est de verdir et de verdir le plus rapidement possible. Donc, il y a 30 millions d'arbres qui sont plantés cette année. Évidemment, ce n'est pas suffisant. On propose d'investir dans ce qu'on appelle des infrastructures vertes, notamment des parcs urbains. Pourquoi? Parce que ces parcs-là ont la capacité ce sont de mini-climatiseurs, si on veut, en contexte urbain. Grâce à une entente avec la Ville de Montréal, on est en train de faire le plus grand parc urbain du Canada dans l'ouest de Montréal, mais il y a beaucoup d'autres projets pour d'autres parcs partout ici, notamment dans l'Est. Alors, c'est en travaillant comme ça entre le gouvernement fédéral et les municipalités qu'on va y arriver. Merci beaucoup. Je vous invite en fait à poursuivre la conversation que vous entamez ici pour les 6 prochaines minutes. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut... Je peux peut-être... je vous invite à faire l'exercice. Il y a 3 analyses qui ont été faites par des chercheurs au cours des dernières semaines qui ont comparé les plateformes des partis politiques. Il y en a une première il y a 3 semaines d'un professeur de l'université Simon Fraser qui se nomme Mark Jacquard, qui nous a donné la note de 8 sur 10, qui a donné la note de 5 sur 10 aux conservateurs et de 2 sur 10 au NPD. Pourquoi ça peut paraître surprenant pour le NPD? Son analyse, c'est que c'est bien beau de promettre la Lune, mais si on ne sait pas comment faire pour y arriver, ça ne nous aide pas beaucoup. Il y a une deuxième étude qui a été publiée hier qui montre qu'effectivement, notre plan est le meilleur et que nous sommes le parti qui ont le plus la capacité d'atteindre les objectifs que nous nous sommes fixés. Il y en a une troisième aujourd'hui qui nous donne la note de A- et qui donne la note de C+, je pense, au NPD, ou C-, je ne suis plus certain. Toujours dans la même perspective, parce que oui, il faut avoir des objectifs ambitieux, mais il faut aussi être capable de les atteindre. Que si on fixe des objectifs, mais qu'on ne sait pas comment faire pour y arriver, ça n'aide pas beaucoup la cause. Et je terminerai en parlant, aujourd'hui, il y a une conférence de presse qui a eu lieu à Vancouver avec le premier ministre Trudeau, le ministre Wilkinson, le ministre de l'Environnement, et un chercheur du GIEC et ancien chef des Verts de la Colombie-Britannique, un bonhomme qui se nomme Andrew Reaver, et qui a dit ce que le gouvernement fédéral libéral fait en matière de lutte au changement climatique et son plan de lutte au changement climatique, c'est ce dont j'ai rêvé toute ma vie. Je paraphrase, là, il disait ça en anglais, mais c'est sur les médias sociaux, vous pouvez trouver assez facilement ce vidéo-là. Moi, j'aimerais prendre la balle au bon parce que ce sont, oui, des choses intéressantes, mais j'ai l'impression qu'on s'éloigne du sujet qui était de limiter l'impact sur les gens les plus vulnérables. Puis on sait qu'il y en a ici dans le quartier. Puis c'est important de souligner qu'au Québec, on a un filet social qui est très important, qui est probablement notre meilleure protection pour lutter contre les inégalités. Et puis ça, bien, ça reflète nos choix collectifs que nous avons faits ici. Alors, c'est très important que on garde à l'esprit que dans toutes les mesures qu'on devra prendre dans la lutte au changement climatique, il est toujours important que les portions du budget qui doivent revenir à Québec reviennent à Québec parce que c'est par Québec qu'on finance les organismes communautaires, c'est par Québec que l'argent redescend dans la façon la plus proche et la plus concrète des citoyens. Le gouvernement fédéral a des gros budgets, mais ce n'est pas toujours l'instance qui est la plus proche des citoyens. Alors, là-dessus, gardons-le à l'esprit, s'il vous plaît, parce que les stratégies pan-canadiennes ne sont pas toujours adaptées à ce qui est notre réalité à nous sur le terrain ici. Ça m'inquiète un peu. Je suis d'accord avec Mme Michel sur le fond des choses, mais cette idée-là que la souveraineté va régler les changements climatiques, ça me préoccupe parce que ce n'est pas le cas. Ce n'est pas ce que j'ai soutenu, j'aimerais le dire. Je ne pense pas que la souveraineté règle les changements climatiques, vous êtes quand même mais je un pense qu'on peut quand même nous-mêmes prendre nos décisions. Allez-y avec plaisir. Si vous me laissez terminer, puis je serai bref, je ne veux pas prendre trop de temps. On voit que le gouvernement Legault, en fait, que le premier ministre Legault a dit aux Québécois et aux Québécoises, moi, je vous demande de voter pour Erin O'Toole et le Parti conservateur, qui a un historique absolument effarant en matière de lutte au changement climatique. Nous sommes le seul parti qui est sorti du protocole de Kyoto. De tous les pays sur la planète, le seul qui a fait ça,
c'était nous, sous le gouvernement un peu. On a coupé dans toutes les mesures environnementales qui existaient à peu près. Et sociales également. Je pense que les Québécois prendront les décisions qu'ils Ben, ont à prendre en regard de leur gouvernement ben, québécois. vous Lorsque dites- les vous dites élections faut- québécoises vous dites seront, qu'il faut tout- il faut- excusez-moi, il faut que lorsque tout ce passe sera le par moment des Québec. élections québécoises. Vous Moi, inviterez juste à ne pas vous couper la parole, sinon ça va être cacophonie. Oui, mais M. Guilbault a déjà eu plus de 2 minutes à lui. Mme Machouf, il reste 1 minute, n'a pas encore, Est-ce pas que je encore peux me prononcé un prononcer? mot. Donc là-dessus, je ne voudrais Je pas lui peux-tu y laisser aller non alors? plus toute la Oui. parole. Allons-y. Allons-y. Alors, moi, je trouve ça quand même très bizarre que le professeur Jacquard que tu cites, il trouve que, par exemple, les conservateurs et vous, votre bilan en matière d'environnement est beaucoup plus positif que le bilan en matière d'environnement que nous, les Verts. Il base son évaluation sur son appréciation de la sincérité de chacun des partis, de un, et les dépenses que ça cause. Alors, c'est vrai, si vous et les conservateurs, vous dépensez très peu, ben, il y a peu de dépenses. Donc, est-ce que c'est bénéfique pour la population? Non. Il faut comptabiliser le coût de l'inaction. Et lui, il n'en prend pas compte. Il y a 2 autres études quand même. Ça fait 3 études de suite qui démontrent que notre plan et notre capacité à le mettre en œuvre est le meilleur et que dans certaines des études, vous arrivez 2e, dans une, vous arrivez dernière. Donc, Steven, vous avez quand même acheté un pipeline. Avec l'achat du pipeline, vous avez triplé la capacité de production et de transport du pétrole lourd, des sables bitumineux. n'a pas triplé depuis 2015. Le pétrole se vendait à 0 $ le baril pendant la pandémie. C'était une occasion en or de se débarrasser de cette industrie qui est polluante, qui n'est pas rentable et qui ne sert personne. Et vous ne l'avez pas fait, vous avez investi là-dedans. 1,7. On n'a pas triplé, là. Il y a 200 000 barils de pétrole de plus. Et je suis d'accord, il faut éliminer ça. Tout à fait d'accord. Mais ce n'est pas vrai qu'on est passé de 1,5 million de barils de pétrole par jour au Canada dans les sables bitumineux NIMA à 4,5. Vérifiez, là, je vous invite à faire la recherche vous-même. Ne me prenez surtout pas sur parole. Vous allez voir que ce que NIMA dit est complètement erroné. J'aimerais prendre les 5 dernières secondes pour dire que, outre ce qui a déjà été fait, il faut aussi regarder vers l'avenir. On pourrait dès maintenant dire on arrête d'investir dans ce pipeline, on arrête ce projet-là, on investit dans la transition verte, regardons vers l'avant, investissons intelligemment. Merci. Ça complète parfaitement une belle conclusion. Qui est loin d'être terminée, en fait. Je vous propose de passer tout de suite à la 2e thématique, qui porte sur les conditions de vie des personnes en situation de vulnérabilité et on souhaite aussi aborder les paniers de biens et services. Encore une fois, je vous fais une petite introduction et la question suit tout de suite après. La hausse de l'indice des prix à la consommation a atteint 4,1 % au Québec entre juillet 2020 et juillet 2021, du jamais vu depuis 2011. De plus, c'est la première fois que l'indice des prix à la consommation dépasse les 3 % 4 mois consécutifs. On n'avait pas vu ça depuis la sortie de la grande récession en 2008-2009. Quelles sont les mesures que vous proposez afin de garantir un panier de services accessible aux personnes seules comme aux familles? On va commencer la première minute avec Mme Machouf. La question est très bonne parce que le coût de la vie n'a pas cessé d'augmenter et pourtant les salaires n'ont pas suivi. Alors nous, pour essayer de pallier à ce problème-là, pour réduire le coût de la vie pour la population, on a plusieurs mesures en matière de logement, dont on va parler plus tard parce qu'il y a un point là-dessus. On a des mesures en matière de déplacement, la proposition qu'on a faite pour le transport en commun public gratuit dans les grands centres-villes pour les villes qui le désirent. Le fédéral avancerait l'argent et on va augmenter aussi notre offre de services. Une assurance maladie complète, pas qui comprend la santé mentale, les yeux et les dents. Une assurance médicaments publique. Ici au Québec, on est chanceux, on l'a. Ailleurs au Canada, ils ne l'ont pas. La nôtre, on pourra l'améliorer parce qu'elle a beaucoup de failles. Elle est multiple, privée et publique, mais on prendrait l'argent pour l'améliorer. Et l'autre élément, c'est de réduire, par exemple, les factures de téléphone et d'Internet, les plafonner. Ça va réduire grandement les coûts de vie pour les personnes. Merci. Monsieur Guilbault, ça serait à vous. Il y a plusieurs mesures que nous avons déjà mises en place. Je pourrais penser, par exemple, à l'allocation canadienne pour enfants. Alors, dans la circonscription ici de Laurier-Sainte-Marie, c'est 11 320 enfants qui reçoivent cette allocation-là, donc 11 250 familles.
ça veut dire pour la circonscription un budget de 60 millions de dollars pour venir aider directement les familles qui ont de la difficulté. On propose également, on l'a déjà fait, mais on propose de continuer à bonifier l'allocation canadienne pour les travailleurs afin de soutenir environ 1 million de travailleurs au Canada avec des emplois à faible salaire. Cette mesure-là permettrait de sortir de la pauvreté environ 100 000 personnes de plus. L'allocation familiale pour enfants a permis de sortir de la pauvreté plus de 300 000 jeunes partout au pays. Une des choses qu'on a également fait, c'est de bonifier plusieurs mesures pour les aînés. Je pense notamment à la sécurité de vieillesse et au supplément de revenus garanti que les conservateurs dont ils avaient fait monter l'âge à 67 ans. Nous l'avons ramené à 65 ans. Merci, M. Guilbeault. Madame Michel, à vous. Oui, bien, mes sujets vont se recouper un peu, hein, mais oui, le fédéral gère l'assurance-emploi, l'allocation canadienne pour enfants, qui font partie des mesures et du panier qui aident nos citoyens. Mais comme je le disais un peu plus tôt, Québec gère aussi d'importants programmes comme l'assistance sociale, la CSST, la RRQ. Bon, je ne les nommerai pas tous, mais je reviens sur l'importance d'avoir les transferts qui nous sont dus lorsqu'on les demande. Quand on demande d'avoir des transferts qui sont faits à Québec sans condition, mais c'est sans condition parce que nous, on va savoir où mettre l'argent, investir l'argent selon nos besoins. Rapidement, j'aimerais vous dire aussi que si on diminue aussi la proportion du revenu des familles qui est consacrée au logement, parce qu'on aura l'occasion de parler de logement social un peu plus tard, hein, mais évidemment, ça libère de l'espace dans le portefeuille pour autre chose. Et puis ça, c'est une nécessité, c'est très, très important. Mais ça fait partie des priorités auxquelles je vais attaquer. Merci. Merci. Vous pouvez poursuivre la conversation durant 6 minutes. Est-ce que, Mme Michel, vous aviez besoin de poursuivre et vous voulez entamer la conversation? Non, je peux terminer ma phrase en disant que quand on sécurise le logement, on sécurise un ensemble d'enjeux qui ont des répercussions positives par la suite sur la société. Alors, c'est ça, je veux dire, on parle des enfants qui sont à l'école vont avoir un taux de succès accru. On va parler de moins de stress, moins de maladies mentales. Les répercussions sont tellement importantes parce que quand on est pris à la gorge par un logement qui prend une portion démesurée de notre revenu, ça a un effet boule de neige sur l'ensemble des problèmes qu'on subit. Je peux y aller? Ou tu veux y aller? Je peux y aller. Ouais. Nous, notre philosophie politique est basée sur le partage des richesses. Donc, on veut oser aller chercher l'argent où elle est pour pouvoir offrir des services à la population, pour que les gens aient le droit de se soigner décemment, pour que les gens aient accès aux services de santé décemment. Et c'est important quand on y pense parce qu'il y a une bonne partie du financement vient du fédéral. Et en passant, nous, on a toujours été d'accord pour que chaque province ou le Québec, quand elle veut se retirer des mesures avec pleine compensation, qu'il n'y ait pas de problème. Donc, on ne s'opposera jamais à ça. Mais quand on parle de l'investissement dans le public versus l'investissement dans le privé, nous, comme j'ai dit, on est pour le partage des richesses. C'est un peu comme l'histoire la promesse des garderies des conservateurs. Est-ce que c'est mieux d'envoyer l'argent à la province pour que la province offre des services de garderie pour tout le monde, ou c'est mieux, services de garderie public, je veux dire, ou c'est mieux d'envoyer l'argent dans la poche de l'individu et donner l'argent à chaque famille pour qu'elle puisse dépenser soit au public, soit au privé? Pour nous, l'investissement public doit rester dans une grande partie dans le secteur public pour qu'on enrichisse nos services publics. Je suis tout à fait d'accord avec Nima là-dessus sur la question des services de garde. C'est d'ailleurs pourquoi nous avons signé une entente avec plusieurs provinces, dont le Québec, en reconnaissant que le Québec a été un modèle. En tant que père de 4 enfants, j'ai beaucoup bénéficié de ce modèle-là. Et donc, on offre 6 milliards de dollars à Québec. Moi, j'ai fait mes enfants trop tôt. À l'époque, on n'avait pas ça. Mauvais timing. Donc, on offre, dans le cadre d'une entente que nous avons signée avec Québec, il y aurait 6 milliards de dollars pour créer
37 000 nouvelles places de garderie dont on a beaucoup besoin au Québec. Et cette entente-là, vous le savez, là, le gouvernement conservateur, M. O'Toole, a été très clair, il va la déchirer à la place que le Québec recevra selon là, ce qu'on peut comprendre du cadre financier des conservateurs, c'est quelques centaines de millions de dollars. Donc, quelques centaines de millions de dollars, les conservateurs, 6 milliards de dollars, Parti libéral. Il me semble que le choix est clair. J'avais commencé tout à l'heure, et je le ferai rapidement, là, par parler des personnes âgées. Nous nous sommes engagés à augmenter la sécurité de vieillesse de 10 pour toutes les personnes âgées de 75 ans et plus. Pourquoi? Parce que plus on avance en âge, plus les études nous démontrent que les besoins sont importants. Ce serait la première augmentation permanente depuis 1973 pour ce programme-là. Alors, l'ensemble des mesures que nous avons mis en place et que nous sommes engagés à mettre en place permettrait de sortir de la pauvreté 900 000 personnes âgées, notamment des personnes qui sont vulnérables et seules. Je me demande pourquoi ça n'a pas été mis en place à la dernière législature puis pendant la crise de la COVID. Nous, durant toute cette période-là, on a eu de cesse de demander au gouvernement d'augmenter les pensions de vieillesse de 110 $ par mois pour tout le monde, toutes les personnes de 65 ans et plus. Pour l'instant, il y a eu des aides ponctuelles. L'année passée, environ 300 $. Cette année, 500 $. Moi, j'en ai rencontré des personnes âgées sur la rue qui m'ont dit 500 $, ça me fait 1,40 $ par jour. Puis là, ils étaient bien, bien fâchés. Je les comprends. Ce n'est pas ça qui aide à faire ton épicerie. Ça ne change rien dans ta vie, 1,40 $ par jour. Mais 110 $ par mois, ça fait une réelle différence. Et oui, ça augmente l'accès au panier de services. En voilà un exemple. Et j'aimerais souligner, avant de terminer, qu'on veut aussi notre part dans les programmes de lutte à l'itinérance. C'est un enjeu qui est important dans le secteur aussi. Et puis, il faut s'y pencher avec beaucoup de sérieux. Là, c'est des gens qui ont besoin d'aide en santé mentale, en logement, en accompagnement de façon continue. Alors, merci de mentionner cet élément parce que dans notre quartier, l'itinérance est un énorme facteur et l'itinérance autochtone aussi est un très, très gros morceau. Et c'est très surprenant qu'on a ici, dans nos quartiers avoisinants, on a le ministre des Affaires indiennes, des Affaires autochtones, et on a le ministre du patrimoine, et pourtant, on a tant de personnes itinérantes autochtones dans nos rues. Qu'est-ce que vous avez fait? Je pourrais, tout à l'heure, Mme Michel disait que le gouvernement fédéral n'était pas impliqué dans l'aide aux organismes communautaires, que c'était le gouvernement du Québec. Alors, j'ai devant les yeux, puis là, je ne vous les lirai pas toutes, là, ça fait plusieurs pages, mais toutes les organisations communautaires dans la circonscription, il y en a 5 ou 6 pages, là, qui ont reçu des fonds du programme que nous avons mis en place de 350 millions de dollars. Donc, je pense à la CDC en a reçu, si ma mémoire est bonne. Il y a plusieurs autres organismes. Je ne nie pas, M. Guilbeault. Ne vous stressez pas à chercher l'exemple. Resto Plateau, le Centre Saint-Pierre. Je vais vous arrêter parce qu'en fait, inquiétez-vous pas, il y a une autre question qui s'en vient. Je pense que ça va vous permettre de poursuivre la conversation. Puis je vais juste ajouter quelques autres éléments de contexte pour que vous ayez encore plus de matière. J'y vais, puis vous allez pouvoir poursuivre ça. Donc, j'y vais. Éléments de contexte. Le Collectif pour un Québec sans pauvreté et l'Observatoire de la pauvreté et des inégalités au Québec ont mis de l'avant dans un dossier Femmes et pauvreté des statistiques qui ne sont pas reluisantes en matière de conditions de vie des femmes au Québec. On apprend, par exemple, que sur 10 personnes qui travaillent au salaire minimum, 6 sont des femmes. Ou encore que les femmes gagnent en moyenne 2,55 $ de l'heure de moins que les hommes. De plus, depuis la pandémie, les demandes d'aide au Québec liées au panier alimentaire ont augmenté de plus de 30 %. Cette hausse se maintient jusqu'à ce jour. Depuis mars 2020, Moisson Montréal a redonné plus de 117 millions de dollars en nourriture aux différents organismes de Montréal et à d'autres banques alimentaires, soit 42 % de plus qu'en 2019. La question est la suivante. Quelles sont les mesures à privilégier ou les actions concrètes à mettre en place, selon vous, pour améliorer les conditions de vie des personnes en situation de vulnérabilité? Ça fait suite à la question précédente. Je vous invite donc
à poursuivre. Monsieur Guilbeault, c'est vous qui commencez pour 1 minute. Bien, outre les mesures dont j'ai déjà parlé, donc l'allocation familiale pour enfants, l'allocation pour les personnes âgées, l'allocation pour les travailleurs, on pense effectivement que le secteur communautaire est un pilier. Pour avoir moi-même travaillé dans le secteur communautaire pendant 25 ans, c'est d'ailleurs pourquoi on a fourni des fonds aussi importants. Vous avez parlé de Moisson Montréal, c'est l'une des 3 organisations qui administrait la part québécoise du fonds de 350 millions de dollars pour les organismes communautaires avec la Croix-Rouge et la Fondation, je pense que c'est la Fondation du Grand Montréal, Centraide, pardon, qui a fourni à des organisations, donc à travers le comté, je pense au Resto Plateau, je pense au Centre Saint-Pierre, je pense à la mission au Brewery, je pense à plusieurs autres En Marge, Centre Paul Roulant et plusieurs autres organisations que nous avons financées en reconnaissance du rôle essentiel que ces organisations-là jouent. Je vous rappellerai que dans... OK, je vais arrêter. D'accord. Madame Machaut? En fait, le panier de services augmente tout le temps, mais les salaires, on a dit qu'ils n'augmentent pas. Donc, une des choses importantes à faire, c'est d'augmenter le salaire minimum. Le salaire minimum, aujourd'hui, il est de 13,50 $. Pour une personne qui travaille à temps plein, 35 heures par jour, 12 mois par année, elle gagne 22 000 $ par année. C'est à peine en haut du seuil de pauvreté. Est-ce que vous trouvez ça normal qu'une personne se tue à la tâche pour à peine le seuil de pauvreté? Puis après ça, on vient dire aux gens que la PCU que vous avez reçue, c'était pour, M. Blanchet dit c'était pour payer des vacances aux gens, aux paresseux. Puis après, on dit qu'on a une pénurie de main-d'œuvre parce que les gens ne veulent plus retourner au travail. Mais les gens, c'est parce qu'ils ont réalisé que travailler leur donnait juste à peine le seuil de la limite de pauvreté. Donc, Madame il faut Lachouf, améliorer les conditions. Excusez-moi, vous avez dit que M. Blanchet avait dit quoi? Qu'on payait les gens pour des vacances. Avec quelle mesure? Avec la PCU. Avec la PCU. Ben oui. Eh bien, nous, on a soutenu fièrement la PCU parce qu'on sait que ça aidait les familles. On a travaillé de concert au Parlement. J'y étais tous les jours au Parlement. Dois-je le rappeler? Je suis directrice de cabinet adjointe au cabinet de M. Blanchet. J'ai assisté au Parlement aux discussions qui ont eu lieu. On a travaillé main dans la main avec le Parti libéral, avec les représentants du NPD qui étaient là aussi pour mettre en place des mesures qui allaient vraiment bénéficier à la population, qui allaient soutenir les gens qui en avaient besoin. Alors, votre citation m'étonne particulièrement. Alors, pour les quelques secondes qui me restent, si on parle d'améliorer les conditions de vie des personnes et qu'on se concentre surtout sur les femmes, selon le préambule de votre question, j'aimerais revenir sur le système de garderie qui est important et qui est une mesure sociale de base là, pour lutter contre les inégalités et des personnes vulnérables. Parce qu'évidemment, si on est vulnérable, on a besoin d'aller travailler. Alors, on a besoin des mesures sociales qui nous aident à aller travailler, comme les garderies en sont un exemple. Là-dessus, je profite de l'occasion pour préciser que le Bloc québécois est un parti très féministe et que nous avons 47 % des candidats à l'élection en ce moment qui sont des femmes. Bravo les filles. Bravo les filles! Alors, je vous invite pour les 6 prochaines minutes à poursuivre la conversation. Est-ce qu'il y a l'un ou l'une d'entre vous qui aimerait prendre la parole? Moi, je n'ai pas pu finir, donc puis-je en profiter? Oui. Alors, un revenu minimum garanti aussi est absolument important parce que le gouvernement, dans le fond, son rôle, c'est quoi? C'est d'assurer des conditions de vie décentes à la population. Alors, nous, on aimerait instaurer un revenu minimum garanti. Pour les étudiants et étudiantes, ce n'est pas normal que le gouvernement fasse de l'argent et charge de l'intérêt pour les prêts étudiants. Et nous, on aimerait abolir l'intérêt sur les prêts étudiants et aussi éliminer même la dette étudiante. Parce que l'étudiant qui arrive sur le marché du travail, la personne qui a été super formée, qui arrive sur le marché du travail, quand tout ce qu'elle doit faire, c'est de rembourser les banques, elle ne contribue pas réellement à la relance économique.
Et donc, on voudrait de cette manière libérer un peu les gens. Et concernant la PCU, en fait, c'est très important. La PCU, nous en avions besoin parce que pendant la pandémie, les gens devaient rester à la maison et devaient être capables de payer leur loyer, de se payer quelque chose, mettre du pain sur la table. Et c'est important d'avoir ce montant-là. Et je suis très contente qu'on n'ait pas traversé la pandémie avec un gouvernement libéral majoritaire. Parce que s'ils étaient majoritaires, ils n'avaient pas besoin de nous pour ajuster leurs mesures. On aurait eu une PCU à 1 000 $. Les étudiants n'auraient rien eu. Les travailleurs et travailleuses autonomes n'auraient rien eu. Et c'est qui s'est levé en champ pour dire qu'avec 1 000 $ par mois, on ne peut pas y arriver? C'est les gens du NPD. C'est qui s'est levé pour dire que les petites et moyennes entreprises, si on leur donne juste 10 de masse salariale comme aide, ils vont fermer pareil. Il n'y aura plus de job à la fin de la pandémie. C'est nous. Oui, Madame Achouf, Il y a M. je Guilbeault pense- qui n'a pas parlé de ouais, Allez-y, allons-y, mais je serai brève. Je pense qu'au niveau des mesures qui ont été prises là, pendant la pandémie, on a beau tirer la couverture chacun de notre côté. Honnêtement, ce qui s'est passé, on a traversé une période de crise et il y a eu une entraide extraordinaire qui a eu lieu entre les partis et une collaboration extraordinaire. Et puis, le gouvernement libéral a bien fait sa job aussi, puis le NPD a bien participé aussi pendant la pandémie, puis le Bloc québécois est arrivé aussi avec des propositions. On a chacun nos petits points où on est content d'avoir amélioré, contribué à améliorer le système. Mais Bien, en fait, moi, je suis tout à fait d'accord avec Mme Michel. Il y a vraiment eu, moi, j'étais autour de la table du cabinet, puis, vous savez, un guide pour traverser une pandémie dans les années 2000, ça n'existe pas. Alors, on a dû l'écrire au fur et à mesure. Lorsqu'on a annoncé les mesures d'urgence au départ, on pensait que ça allait durer 3 mois. Or, les mesures, dans bien des cas, sont encore là, la subvention salariale, la prestation canadienne de relance économique. Et il y a eu une collaboration, et je trouve ça, moi aussi, dommage qu'il y ait un parti qui disait « c'est tous nous qui avons fait ça, puis il n'y a personne d'autre ». Ah non, Moi, on ne dit pas que c'est tout j'étais nous. autour de la table du cabinet lorsqu'on a pris ces décisions-là. Et je peux vous dire que ce n'est pas vrai que c'est tout le NPD qui a fait ça. Le Bloc a eu des bonnes idées. Les organisations sur le terrain ont eu des bonnes idées, puis ils nous ont dit oui, il faut ajuster. Moi, comme ministre du Patrimoine, je me suis assuré que les mesures étaient bien adaptées au secteur des arts et de la culture. Et je peux peut-être vous citer quelqu'un du secteur, justement, qui parle de mon rôle comme ministre du Patrimoine, mais également comme député de Laurier-Sainte-Marie, je le cite. Circonscription où se trouve le Monument national, vous avez fait preuve d'une présence et d'une écoute exemplaires. J'ai personnellement apprécié nos multiples conversations et les précieux conseils que vous nous avez offerts. C'est le directeur général de l'École nationale de théâtre qui a dit ça. Alors, comme quoi, nous avons été à l'écoute pendant cette pandémie-là de plein de monde et absolument des partis d'opposition, mais c'est ce qu'il fallait faire. Et je pense qu'il n'y a personne qui avait toutes les réponses dans ça. Il n'y a personne qui avait tout bien. Puis parfois, oui, on a dû ajuster des mesures parce que c'était plus compliqué, parce que c'était plus long. Et c'est ce qu'on a essayé de faire. Parce que c'était nécessaire. Moi non plus, je ne dis pas que c'est le NPD qui a tout fait, mais j'ai dit heureusement qu'on n'avait pas un gouvernement libéral majoritaire parce qu'ils auraient fait comme le Parti libéral veut faire. Ils n'étaient pas obligés de céder à ce que les autres partis demandaient. Moi, on était heureux de le faire. On n'était pas obligés, vous avez raison. Ouais. Ben, vous étiez obligés. Si vous étiez majoritaire, vous n'étiez pas obligé. Mais étant donné que vous étiez minoritaire, vous aviez besoin de l'opposition pour que le projet avance, pour que les trucs avancent. moi, je pense que, étant donné en tout cas, moi, je ne suis pas d'accord. C'était tellement catastrophique ce qui se passait. Honnêtement, je pense on l'a vu à travers la planète, n'importe quel gouvernement se serait occupé de sa population. Il y a beaucoup de gouvernements qui ne l'ont pas fait. Je suis d'accord qu'en général, un gouvernement minoritaire, ça profite à la population. Je suis entièrement d'accord avec ça. Mais pendant la pandémie, ça exerce. Oui, le gouvernement minoritaire apporte un système de contrôle qui est intéressant. Oui, on évite qu'il y ait des abus à certains endroits. On évite qu'il y ait du copinage à d'autres endroits. Il y a plus de surveillance. Mais pour ce qui est de ce qui revient à la population, je pense que c'est une situation totalement exceptionnelle. Et puis,
Ben, on a fait une bien Imaginez- bonne job. les je gens pense, ont au gagné Parlement. beaucoup. Imaginez Les une gens ont gagné seconde un gouvernement conservateur. Croyez-vous sincèrement qu'on aurait eu la PCU, qu'on aurait eu la subvention salariale, Honnêtement, que ces mesures seraient encore là en place aujourd'hui alors qu'on est presque 2 ans dans la pandémie? Je pense que poser la question, c'est y répondre. les mesures ne seraient peut-être pas en place, mais je ne peux pas croire que quelque gouvernement que ce soit aurait laissé crever de faim sa population. On va finir sur cette question-là pour cette thématique. Je vous remercie. On va passer à la troisième thématique de la soirée qui porte sur les infrastructures, mais plus précisément le logement social et communautaire ainsi que la mobilité. C'est comme en deux volets. Alors, encore une fois, je vais vous donner certains éléments de contexte et suivra la première question de ce bloc. Nous savons que le logement social et communautaire est à la fois un levier de développement économique, social et territorial, et qu'il agit comme un outil de lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale. Ces logements permettent, grâce à leur offre locative abordable, de limiter la pauvreté des citoyens et citoyennes qui y vivent. Selon le collectif de recherche et d'action sur l'habitat, entre 2010 et 2020, il y a eu 18 383 condos mis en chantier dans l'arrondissement Ville-Marie et 555 logements coopératifs en comparaison. Ma question est la suivante. Quelles actions politiques privilégieriez-vous afin de réduire cet écart? On va commencer avec Mme Machouf pour 1 minute. Alors, pour l'accès au logement, pour nous, est un problème majeur parce que c'est la plus grosse dépense dans la vie de chaque personne. L'accès au logement, mais l'accès au logement abordable et social aussi, et aussi l'accès à la propriété. Pour répondre à ces besoins-là, nous, dans notre plan, on construirait 500 000 logements sociaux et abordables dans les 10 prochaines années, dont la moitié dans les 5 prochaines années, et ça ferait 110 000 logements sociaux et abordables au Québec. On aimerait aussi diminuer la spéculation en imposant une taxe, une surtaxe à l'investissement étranger, une surtaxe de 20 %. En fait, l'objectif, c'est de dissuader les grands investisseurs étrangers qui viennent ici, qui achètent le parc locatif et qui, dans bien des situations, le laissent même vacant parce que c'est juste un investissement pour eux. Pour l'accès à la propriété aussi, étaler les hypothèques sur 30 ans pour que les personnes puissent payer leur hypothèque plus facilement. Merci, Mme Machouf. Ce serait à Mme Michel. J'ai abordé brièvement à plusieurs occasions le logement social. Alors, allons-y avec nos mesures en rafale parce que c'est un élément extrêmement important. Alors, on voudrait dans notre politique un toit pour tous, on demande au gouvernement d'investir 1 % de ses revenus annuels en logement social, que ce soit logement coopératif, communautaire, très abordable. Il faut absolument rétablir des investissements qu'on a perdus. Le fédéral s'est désinvesti depuis le milieu des années 90. Et on parle aussi au Bloc québécois d'un fonds d'acquisition dédié au logement social. Rapidement, je vois qu'il reste 17 secondes, je n'aurai pas le temps de vous l'expliquer là-dedans. Mais grosso modo, là, quand il y a un building là, qui est à vendre, là, mais le temps que le gouvernement fasse ses structures pour l'acheter, il y a déjà 2-3 offres d'achat dessus, puis c'est fini, c'est parti. Voilà. Peut-être Tu as bien résumé ça, hein? Dans la section discussion. Monsieur Guilbeault. Cet écart-là dont vous avez parlé en introduction est évidemment le fait que pendant plusieurs décennies, le gouvernement fédéral a été absent du financement du logement social, situation qui a changé depuis 2007, alors que nous avons adopté la première stratégie nationale du logement dotée d'un budget de 72 milliards d'ici 2030. Cela étant, il y a certaines provinces où les fonds ont été plus lents à débloquer, notamment parce qu'on a mis 2 ans de plus à s'entendre avec le Québec qu'avec les autres provinces. Alors, c'est sûr qu'au Québec, il y a eu un retard dans le déploiement de projets, mais déjà, cette stratégie-là a aidé 2 millions de Canadiens à trouver un chez-soi par l'entremise de subventions à la construction neuve, réparation, rénovation et à la location. Et on propose de continuer d'aller de l'avant, notamment par la mise sur pied d'un fonds de 2,7 milliards sur 4 ans pour des projets de co-investissement en logement, mais également, en fait, depuis 2007, nous avons financé 1200 projets qui ont aidé 1 million de personnes à trouver un chez-soi, en plus des 2 millions de personnes dans le cadre des projets de rénovation. Merci, M. Guilbeault. Alors, pour les
6 prochaines minutes. Je vous invite à poursuivre la conversation. Oui, madame. Je peux y aller? Le fédéral possède des terres et on peut faire, le fédéral, c'est lui qui va décider qu'est-ce qu'il va faire sur ces terres. Pour l'instant, ces terrains-là sont confiés à la Société immobilière du Canada, la SIC. La SIC, le gouvernement fédéral lui a donné un mandat de rentabilité. Donc, quand elle fait quelque chose dessus, il faut qu'il y ait, que ce soit rentable. Donc, la SIC veut beaucoup utiliser ces terrains pour, par exemple, le tourisme, pour, par exemple, avec la logique marchande, là, pour vendre des affaires, pour avoir plus de profit pour le gouvernement. Nous, on veut que la SIC, on veut retirer ce mandat de la SIC pour pouvoir utiliser les terrains fédéraux. Par exemple, on parle qu'on manque de place pour faire des logements sociaux, mais les utiliser pour construire du logement social et abordable. Le devoir du gouvernement n'est pas de faire du profit, mais d'offrir des services à la population. Ma question à vous, est-ce que vous allez nous accompagner dans cette quête pour enlever la logique marchande à la SIC pour qu'on puisse utiliser ces terrains-là pour le besoin de la population? Je veux certainement répondre à la question, mais je veux aussi, j'avais manqué de temps, moi également, dans mon introduction, préciser que dans le cadre du programme Vers un chez-soi, c'est plus de 400 millions de dollars que nous avons fournis pour aider les personnes en situation d'itinérance. Également, dans le cadre d'une entente que nous avons signée avec la Ville de Montréal pour l'initiative, ce qu'on appelle l'initiative l'initiative rapide de logement, l'ICRL, c'est 3 000 unités de logement social qui sont en construction présentement. Alors, juste dans la circonscription ici, donc cette entente-là avec 3 000 à l'échelle du pays, rapidement, mais juste dans la circonscription ici, c'est près de 20 millions de dollars qui sont investis actuellement dans la construction de 10 nouveaux projets de logements sociaux. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il y en a beaucoup d'autres qui s'en viennent. La Ville veut du logement social. Nous, le fédéral, on veut financer ça. Alors, il y a un excellent partenariat avec la Ville là-dessus. Très bien. Je ne veux pas prendre trop de temps. Non, c'est correct. Je vous regardais. C'est correct, on m'en parle. On m'en parle de ce programme-là. C'est ICRL, hein, c'est ça. Écoutez, c'est une occasion pour moi. Madame Achouf, votre question, je vais y répondre. Je ne connais pas, moi, ce programme-là, mais soyez assurés qu'on va se pencher sur la question avec sérieux le moment venu, parce que, exactement comme ce que j'allais dire, on est toujours ouvert, nous, à travailler avec les partis qui ont des propositions qui sont bonnes pour le Québec. Alors, je suis désolée de ne pas pouvoir vous répondre avec plus de précision, mais le moment venu… Déjà que la volonté est là, c'est très bien. Le moment venu, on se penchera avec sérieux sur cette question-là, comme avec les autres, et puis on ira voir de quelle façon ça profite à la population. Et puis, je serai là pour voir de quelle façon ça profite aussi aux gens de Laurier-Sainte-Marie, parce que je compte y être. Voilà. Et puis… Alors, j'aimerais revenir sur le fonds d'acquisition. Oui, il y avait une autre chose à ajouter. Non, je levais la main pour parler, pas pour interrompre. Est-ce que c'était pour répondre à la question précédemment? Je ne veux pas interrompre Mme Michel. Elle peut terminer son idée. OK, je voudrais juste terminer sur le fonds d'acquisition. Je pense que c'est un élément important parce que ce que vous soulignez avec l'ICRL, qui est un programme qui vraiment apporte beaucoup de positifs dans le secteur, on nous parle également de ce besoin d'avoir davantage d'immeubles dans Laurier-Sainte-Marie qui sont consacrés au logement social, étant donné qu'on n'a plus beaucoup de terrain pour en construire. Et un fonds comme celui qu'on propose, qui soit dédié à l'acquisition de logements sociaux, pourrait vraiment être bénéfique, tout comme la conversion d'immeubles fédéraux vacants et qui pourrait être utilisé aussi pour du logement social. Et autres mesures, parce qu'il y a aussi des mesures fiscales qu'on peut utiliser. Et vous avez souligné des taxes pour les investissements étrangers, ce qui est un élément intéressant. On propose également, nous, une taxe anti-flip, c'est le petit nom qu'on utilise, là, ça va nous permettre de limiter les mouvements là, de rénoviction, hein, parce que les spéculateurs qui achètent, rénovent et revendent tout de suite devraient en fait être taxés. Comme ça, il y en aurait peut-être un peu moins, puis ça permettrait de limiter la spéculation en immobilier.
Monsieur Nous Guilbeault a sommes, quelque chose à dire. nous sommes tous les trois d'accord à la fois sur les taxes sur les investisseurs étrangers. Nous l'avons déjà mis en place, celle-là, et sur un mécanisme pour freiner les rénovictions et pour freiner la surenchère dans le monde, dans le marché immobilier. Pour ce qui est de la SIC, je veux quand même répondre à la question de Nima. Ta prémisse est fausse. Un exemple très concret de ça, juste avant l'élection, la Société immobilière du Canada a annoncé un projet, je vous dis ça de mémoire, d'à peu près 40 millions de dollars dans le Vieux-Port de Montréal qui vise à tout refaire la bande qui se trouve entre la rue de la Commune et la promenade piétonne dans le Vieux-Port. Donc, ça va être un corridor vert sur plusieurs kilomètres, piste cyclable. Il doit être Alors, rentable, ils c'est veulent pas- faire des hôtels, un stationnement étagé. Ben non, je vous invite à aller voir. Prenez pas ce que je dis pour du cash, comme on dit si bien par ici. Allez voir ce qui a été annoncé avec la Ville de Montréal juste avant l'élection, 40 millions de dollars pour une piste cyclable puis des espaces verts le long du J'ai rencontré les le long du citoyens port, qui, justement, le long du réclament port. des choses sur sa terrasse. Ça a Moi, je suis été- très ça intéressée. a été annoncé. Steven, je suis C'est très contente que tout tu le dises que temps la qu'on taxe avait. sur les investissements étrangers, vous l'avez installée. Elle On est de l'a combien? annoncé, on l'a déjà annoncé. Elle En est pas encore- 2015, Mme Freeland voulait la faire. 1 %, on n'a plus jamais entendu parler. Il y a une question du public plus tard qui Oui. va concerner les logements. Alors, je vous invite à garder ça parce qu'on va pouvoir le remettre sur la table à ce moment-là. Merci. Je vous disais tantôt qu'il y a 2 volets à notre thématique. Le deuxième volet concerne plus la mobilité. Alors, je vais vous mettre en contexte, puis je vais vous adresser la question. La mobilité a un impact considérable sur la qualité de vie des individus. Se mouvoir, c'est être en mesure de répondre à des besoins sociaux. Par exemple, aller se nourrir, se rendre au travail, prendre part à des activités sociales ou de loisirs. Alors évidemment, une personne qui n'a pas accès à des infrastructures de transport est susceptible d'être exclue tout simplement de la vie sociale. De quelle façon votre gouvernement s'impliquera dans les projets de transport collectif liés évidemment à la circonscription de Laurier-Sainte-Marie? Et quelles seront vos stratégies afin de limiter la congestion dans en fait, le centre-ville et le centre-sud dans le quartier? On va commencer avec Madame Michel pour la prochaine minute. Alors, au Bloc québécois, on compte accélérer les projets d'infrastructure en transport collectif et qui répondront aussi au test climat, hein. Je l'ai abordé brièvement là, dans une question précédente, mais on aimerait ça que les politiques mises en place à partir de maintenant répondent à un test climat dans tous les secteurs. Donc, ce sera bon aussi pour les projets d'infrastructure. C'est le moment de diminuer graduellement, oui, mais efficacement, notre dépendance aux hydrocarbures en matière de transport et en matière de transport collectif également. On peut produire plus de véhicules électriques qui vont servir au transport collectif. On a ici au Québec la capacité de le faire. Alors, ça va en plus contribuer à notre essor économique. Là-dessus, je veux dire, on peut étendre les possibilités, hein. On peut l'utiliser dans le transport collectif, mais on peut aussi diminuer la quantité là, de camions lourds, de camions de livraison qui circulent dans nos rues en favorisant leur électrification. Au niveau du transport collectif, on veut bien faire, mais pas n'importe où et pas n'importe comment. Ce serait à M. Guilbeault d'y aller. C'est un enjeu qui me tient beaucoup à cœur, ayant travaillé de nombreuses années chez Équiterre, et c'est l'un des dossiers sur lesquels j'ai beaucoup travaillé. J'ai d'ailleurs reçu en 2015 le prix de l'Ordre des urbanistes du Québec pour mon implication sur la question de l'aménagement et de l'urbanisme. Alors, plus spécifiquement, ce que nous avons fait au gouvernement fédéral, je le disais en introduction, mais donc 40 milliards de dollars d'investissement dans le transport collectif d'ici 2030, 300 projets en construction présentement, 1000 autres en cours d'approbation. Donc, je pense en cours d'approbation, le projet, par exemple, de train électrique à Gatineau, le projet de réseau structurant du maire Labaume à Québec. Et ça passe aussi, je pense, par la mobilité active. Alors, le fait que nous ayons maintenant un fonds dédié aux infrastructures de transport actif, moi, j'ai fait 470 km de Bixi depuis le début de la saison, dont à peu près la moitié depuis le début de la campagne. C'est mon principal mode de transport. Alors, ça a plusieurs avantages sur lesquels je reviendrai parce que je n'ai plus de temps.
Vous vous autorégulez, c'est fabuleux. Madame Machaut? Non, c'est lui qui nous régule. C'est le seul moment où on croit à l'autorégulation. Mais l'autodétermination, ça. En ce qui toucherait la population de Laurier-Sainte-Marie de manière plus particulière, moi, je pense que dans notre programme, ce qui nous toucherait davantage, c'est le transport en commun gratuit dans les centres-villes si la Ville de Montréal décide d'aller de l'avant, décide de réclamer les sous. Nous, on l'avancerait, le fédéral avancerait les sous. Vous avez parlé du REM. Le REM, c'est encore un très, très bon exemple d'un investissement public-privé où le privé, son seul intérêt, c'est d'avoir du profit, de faire du profit. Alors, cette histoire du REM, pour l'instant, c'est en place. Je ne vais pas la remettre en question, mais j'ai participé à une activité avec les citoyens et citoyennes qui étaient très préoccupés de ce que le REM va jouer dans leur quotidien, dans leur vie. Comment le REM va impacter leur accès au fleuve, par exemple. Et donc, c'est là où quand le bien public est en jeu, il faut porter une attention particulière à ces éléments-là. Le transport entre les villes aussi, le nationaliser. Greyhound, il ne marche plus parce qu'il était privé et pas rentable. Merci, Madame Machaut. On aurait 6 minutes, donc, maintenant, pour poursuivre la conversation, que ce soit sur le REM ou sur un autre transport dont vous aimeriez parler. Bien, je pense que le rôle du gouvernement fédéral, c'est d'être un partenaire des provinces et des municipalités dans ce dossier-là. Alors, ce n'est pas au gouvernement fédéral à Ottawa de dire à Montréal ou à Québec ou à Gatineau ou à Trois-Rivières, bien, voici les projets que vous allez faire. Puis nous, on doit être là pour appuyer la volonté locale. C'est vraiment ça le rôle que nous devons jouer. Là où on a un rôle important à jouer, c'est au niveau du transport intermunicipal. Donc, par exemple, je pense au projet de modernisation de Via Rail, qui est un projet de 4 milliards de dollars. Donc, ce n'est pas un train rapide, c'est un train à grande fréquence. Il y a toutes sortes de raisons pourquoi on n'est pas allé vers un train rapide, notamment parce que ça aurait été plus difficile de desservir les communautés, parce qu'un train rapide, bien, tu fais moins d'arrêts pour aller rapidement, comme son nom l'implique. Alors qu'un train à grande fréquence, ça va plus vite que le train qu'on a présentement, mais ça permet aussi de faire des arrêts et d'avoir une desserte régionale qui est plus intéressante que ce que nous avons présentement. J'aimerais revenir sur, moi comme écologiste, pendant des années, j'ai rêvé d'un gouvernement fédéral qui investirait dans le transport collectif, qui investirait dans le transport actif. Bien, nous sommes ce gouvernement-là. Alors, c'est ce qui permet, donc tous les projets dont j'ai parlé, je pourrais parler de l'extension de la ligne bleue, qui est en partie financée par le gouvernement fédéral. Je pourrais parler des centaines d'autobus électriques qui sont en train d'être achetés par les sociétés de transport. J'étais à Longueuil il y a 2 semaines pour visiter les garages du réseau de transport de Longueuil. Ils ont acheté 5 autobus électriques grâce à de l'investissement fédéral. Ils sont en train de rénover leur garage pour accommoder de plus en plus d'autobus électriques. On a investi dans Lyon Électrique, une compagnie de Saint-Jérôme, pour faire une usine de batterie. Ils font déjà des autobus scolaires électriques. Donc, on croit beaucoup à la fois au transport collectif, mais aussi au transport électrique. La priorité, ça ne peut pas être la voiture électrique, parce que quand bien même que tout le monde conduirait une voiture électrique demain, oui, il va y avoir moins de pollution, c'est vrai, mais les problèmes de congestion auxquels vous avez fait référence tout à l'heure, ça ne règle rien du point de vue des problèmes d'urbanisme. J'aime beaucoup les principes que vous avez évoqués dans le respect des compétences lorsqu'il est question d'investir pour le climat. Je n'ai pas parlé de respect de compétences. Non, mais on ne dira pas aux municipalités comment faire, on ne dira pas où doit aller l'argent. Ça serait le fun que ça soit la même chose quand il va être question de santé puis de transfert en santé. Je reviens sur la prémisse, là, écoutez, le fait de réduire les congestions et tout. Évidemment, ça passe par l'investissement, aussi l'investissement en recherche. Puis, il est évident qu'on ne veut pas accentuer le nombre de voitures qui vont venir en milieu urbain, mais en investissant dans le transport collectif, en permettant une plus grande fréquence aussi des trains qui viennent vers Montréal, on espère aussi pouvoir limiter le nombre de voitures qui seront sur les routes et qui entreront dans la ville. Puis la pandémie nous a bien montré qu'on n'avait pas tous besoin
de venir dans les centres urbains pour travailler. En plus. La pandémie nous a en fait appris beaucoup de choses. La pandémie, c'est ça, elle a le dos large, mais elle nous a appris beaucoup, beaucoup de choses. Je suis très contente de voir que vous parlez de transport en commun, qu'on n'a pas besoin de créer des autoroutes de plus et tout ça. Alors, c'est pour ça que je me demande pourquoi vous êtes pour le troisième lien, qui n'est pas du tout conséquent avec nos objectifs en matière de réduction des gaz à effet de serre, ni en matière de mobilité. Alors, j'espère que le Bloc va je sais pas, va changer de fusil Mais d'épaule. c'est pas une position du Bloc, hein, ce fut répété C'est M. à Blanchet. maintes et maintes Non, mais c'est M. reprises. Blanchet qui l'a. Je vous invite peut-être à qui a dit que rester le sur troisième lien était bien. La question qui concerne quand même D'accord, la le mobilité. quartier, la mobilité. La mobilité, je suis très d'accord avec Steven. Il dit qu'il faut investir dans la mobilité. Nous, la banque d'infrastructures que le gouvernement a, que le Canada a aujourd'hui, on veut la changer en banque de climat. Donc, il y a 38 milliards de dollars là-dedans et on aimerait que ces 38 milliards de dollars-là soient investis justement pour des projets en matière d'environnement, en matière de mobilité, parce que si on regarde, à part les industries, au niveau individuel, notre grande part de pollution est dans le transport. Alors, si on réduit notre part de pollution en matière de transport, on va pouvoir viser à réduire notre empreinte écologique. Et tu as rêvé d'un gouvernement qui investirait en transport public. Pourquoi tu as embarqué dans un gouvernement qui a acheté un pipeline? Parce qu'il investit 4 fois plus en transport collectif que dans le pipeline. Ça, c'est sans compter tous les autres investissements. Il a quand même dépensé autant en pipeline que les conservateurs. Dans l'économie verte. D'ailleurs, il y a une ONG internationale qui a regardé notre plan de relance verte et qui le classe comme étant le deuxième meilleur de tous les pays du G20. Energy Policy Tracker, encore une fois, allez voir sur Internet, vous allez facilement trouver ça. Le Canada arrive au deuxième rang des pays du G20. Mais pour revenir sur la question de la mobilité, il faut vraiment que ça passe par le transport collectif et non pas par le transport électrique, même le transport électrique automatisé, parce qu'on s'en va de plus en plus vers des voitures autonomes. Parce qu'on parle de voitures intelligentes, mais imaginez 20 000 personnes qui prennent leur voiture intelligente pour aller voir une game du Canadien. Ça va faire 20 000 personnes prises dans le trafic. Donc, ça va être des voitures individuellement intelligentes, collectivement stupides. Alors, la priorité doit être le transport collectif et le transport actif. Bien d'accord. Merci beaucoup pour vos échanges. On va entamer maintenant la quatrième thématique qui concerne la fameuse COVID, mais le futur aussi. Alors, je vous mets en contexte. La crise sanitaire et socio-économique reliée à la pandémie de la COVID-19 a mis en lumière de nombreux enjeux auxquels le pays est confronté. Déficit démocratique, sous-financement du système de santé, conditions de travail exécrables des employés du milieu de la santé qui ont été exposés de façon disproportionnée aux risques sanitaires et à la précarité. On en passe un petit peu là dans le contexte. Autant le milieu universitaire que communautaire et citoyen voient dans cette crise une occasion de questionner nos manières de produire, de consommer, de vivre ensemble et de penser le développement de nos communautés. On parle de plus en plus d'une transition socio-écologique, qui remet en question le dogme de la croissance économique et du PIB et qui nous invite à envisager le développement en regard plutôt des conditions de vie, du bien-être et de la préservation des écosystèmes. Au-delà des mesures cosmétiques et à court terme avancées jusqu'à présent afin de lutter contre les changements climatiques et pour répondre à la crise sanitaire, il apparaît donc essentiel de réfléchir à des mesures structurantes en collaboration avec la société civile dans des espaces démocratiques, participatifs et inclusifs. Il n'y aura qu'une seule question pour ce thème. Quels sont, selon vous, les changements sociétaux nécessaires suite à cette pandémie? Quelle est votre vision du pays pour les 10, les 20 prochaines années? La première personne qui va nous partager sa vision, ça va être M. Guilbeault. Je pense effectivement que la pandémie nous a enseigné plusieurs leçons et qu'on doit apprendre de ça. C'est pourquoi notre gouvernement a été l'un des plus généreux sur la planète pour aider la population et les organisations à passer à travers cette crise-là. Et c'est pourquoi nous avons commencé à travailler sur différents mécanismes j'ai déjà parlé de tout le volet environnemental et le volet plus vert de la relance. Je pourrais m'attarder présentement plus sur le volet social. Donc, nous travaillons à développer voire de nouveaux indices
pour mesurer autre chose que le bon vieux PIB. Donc, il y a des pays qui ont utilisé des indices où on mesure, par exemple, ce qui se passe au niveau de la culture, le bien-être, l'éducation, la qualité de l'environnement. Nous avons commencé à travailler là-dessus. Je ne suis pas en train de dire que tout le travail est terminé. Réforme, donc nous avons proposé que les mesures transitoires que nous avons mises en place pendant la pandémie demeurent jusqu'à ce que l'ensemble des secteurs, je pense notamment au secteur des arts et de la culture, le tourisme, aient retrouvé leur élan d'aller d'avant la pandémie. Et je suis sûr qu'on aura l'occasion de revenir sur d'autres éléments. Absolument. Madame Michel? Oui, bien, la pandémie, effectivement, comme le soulignait Mme Achouf il y a un instant, nous a appris beaucoup de choses, mais on est encore dedans, on a encore le nez collé dessus. C'est certain qu'on n'a pas fini d'en tirer des leçons. Une chose que ça nous a appris et que j'espère nous retiendrons socialement, c'est notre grande capacité à être solidaire, à nous tenir des coudes, à avancer ensemble. Puis cette solidarité-là, on peut la mettre à l'œuvre quand il est question du climat. On peut la mettre à l'œuvre quand il est question d'itinérance. On peut la mettre à l'œuvre quand il est question de régler des problèmes de faim. Il y a la faim dans le monde, mais il y a de la faim chez nous aussi. Alors, j'espère qu'on retiendra ça. Évidemment, ça prend une volonté politique derrière ça, et puis pour faire les pas. Et nous, on veut faire ces pas. Merci, Madame Michel. On va finir avec Madame Achouf. Vous avez tout à fait raison. On ne peut plus continuer à consommer comme on le fait. Il faut réduire notre consommation, il faut qu'on consomme mieux et qu'on gaspille moins. Donc ça, on n'a plus le choix. La pandémie nous a montré, pas la pandémie, en fait, la crise climatique nous l'a montré. Mais pour parler de la pandémie, on a vu que notre système de santé avait beaucoup de failles. Nous, pour corriger ces failles-là, on va utiliser en fait la pandémie pour corriger les failles. Les failles dans le système, c'est la privatisation du système de santé. Les CHSLD ne doivent pas être privatisés, ça fait partie de la suite des soins. Elle ne peut pas avoir un objectif de rentabilité. Ça prend des normes nationales pour ça. La santé mentale doit être inclue dans l'assurance maladie. Les soins dentaires et aux yeux aussi, les soins à domicile. Il faut injecter de l'argent dans les soins à domicile pour le futur. Je vais continuer plus tard. Merci beaucoup. Vous auriez donc maintenant 6 minutes pour poursuivre les échanges. Oui, M. Guilbault, allez-y. Il y a quelques éléments que je voulais ajouter, notamment sur toute la question de l'obsolescence. Donc, dans notre plateforme, nous avons un élément sur comment on va commencer à lutter contre l'obsolescence. On propose de créer le droit à la réparation, donc pour forcer les fabricants d'appareils électroniques, d'appareils électroménagers à garder des pièces de rechange pour pas que lorsque ça fait 2 ans que vous possédez quelque chose, qu'on vous dise que c'est plus réparable parce qu'on n'a plus les pièces. On a créé le tout premier défi canadien de réduction du gaspillage alimentaire en investissant 20 millions de dollars dans des moyens innovants pour réduire le gaspillage alimentaire. Et là aussi, ce qu'on cherche à faire, c'est de se diriger de plus en plus vers ce qu'on appelle une économie circulaire. Donc, une société sans déchets. Moi, j'écrivais ça dans mon premier livre en 2012. Un jour, cette idée-là qu'on va prendre quelque chose, qu'on va l'utiliser, puis qu'après ça, on va le mettre dans un trou pour essayer de l'oublier, ça va être une notion du passé. Ça n'existera plus. Tout sera recyclable, réutilisable, recyclable, compostable. Mais cette idée-là qu'on va continuer de créer des déchets, de gaspiller des choses, ce sera une chose du passé. On n'est pas rendu là encore, mais nous commençons à mettre en place les bases de cette société-là. On peut y aller. Je pourrais. Je peux y aller? Bien sûr. Oui. Alors, j'ai mentionné certains éléments qu'il fallait corriger dans le système de santé, puis ça prend de l'argent pour corriger tout ça. Alors, l'argent, nous, on croit à une justice fiscale. Donc, on vit dans un pays riche. L'argent, elle est là. C'est juste que nos gouvernements, normalement, ils n'ont pas le courage d'aller chercher cet argent-là. Et nous, on voudrait augmenter les gains en capitaux qui ont été rabaissés. Les gains en capitaux existaient avant. Les libéraux les ont baissés. Les conservateurs ont continué à les baisser. Les libéraux ont continué à les baisser. Donc, on a perdu énormément d'argent qu'on
on aimerait aller regagner. L'impôt sur la richesse, on imposerait on mettrait un impôt sur la richesse pour qu'on puisse aller chercher chez les ultra-riches de l'argent pour qu'ils puissent partager avec le reste de la société et qu'ils fassent leur juste part. On aimerait s'attaquer aux paradis fiscaux aussi. Donc, pour pouvoir faire des investissements publics. C'est une question de choix de société. Mais je vais prendre la balle au bon là-dessus. À écouter M. Guilbeault, Mme Machouf et toutes les choses dont nous avons discuté, on voit qu'il y en aura probablement beaucoup des changements sociétaux à venir. Il y a beaucoup de questions sur lesquelles on va devoir se pencher pour relancer autrement notre économie, pour prendre soin autrement les uns des autres. Et un des mécanismes importants, à mon avis, pour le faire, parce que dans votre préambule, là, vous avez mentionné là, qu'on était confronté à un déficit démocratique. Hein? Ça veut dire que la population ne se sent pas assez écoutée de ses gouvernements. Alors là-dessus, j'aimerais vous rappeler que la meilleure façon d'avoir du poids dans votre gouvernement, c'est de maintenir des situations de gouvernement minoritaire, ce qui force les partis à travailler les uns avec les autres, comme nous l'avons fait durant la pandémie. Et puis, à ce moment-là, on en retient toujours le meilleur et le meilleur sera mis en œuvre pour la population. Et autre élément important, également protecteur de notre démocratie, c'est nos médias et nos journalistes. Il faut soutenir notre industrie médiatique. C'est essentiel comme outil de contrôle du gouvernement, comme outil de contrôle et de préservation même de la démocratie. Et là-dessus, je pense qu'il faut absolument que le projet de loi C10 soit remis à l'ordre du jour au moment de la rentrée parlementaire. Monsieur Guilbeault. Projet de loi C10 qui visait à forcer les géants du web à faire leur juste part en matière d'investissement en culture. Il y a un autre, ce projet de loi-là ne concernait pas les médias, mais je suis tout à fait d'accord avec vous. Il y a un autre projet de loi qui concerne celui-là, les médias, puisque ce ne sont pas tout à fait les mêmes. Je croyais que les réinvestissements concernaient aussi les médias dans non, celui-là. parce que ce ne sont pas les mêmes géants du web qui sont en culture et dans les médias. Dans les médias, on parle de Facebook et Google. C'est eux qui s'accaparent toute l'assiette fiscale. Mais je suis d'accord avec vous. Deux projets de loi qui sont différents, mais qui visent la même finalité. On a d'ailleurs lancé une coalition internationale de pays pour travailler à forcer les géants du web à investir en culture, à limiter les discours haineux en ligne et à investir dans les médias. À l'initiative du Canada, on a fait ça avec l'Australie, avec l'Allemagne, avec la France et d'autres pays. J'aimerais poser une question à mes collègues. Je les ai entendus à quelques reprises dire qu'un gouvernement minoritaire serait souhaitable. Moi, ma question pour eux, c'est quand les conservateurs étaient minoritaires et qu'ils ont coupé dans l'environnement, qu'ils ont coupé dans les organismes communautaires, dans les organismes de femmes, qu'est-ce que vos partis ont fait pour arrêter les conservateurs à ce moment-là? Nous, on a rarement participé, collaboré avec le gouvernement conservateur, surtout quand c'était pour couper pour les services pour la population. Mais, donc, vous n'avez pas pu les empêcher de faire les coupures? Non, mais ils se sont associés à d'autres. Essaye de voir avec qui ils se sont associés pour faire passer leur projet. Pas à nous. Mais en tout cas, revenons à cette question du C10 qui est super importante. En fait, ces projets de loi, c'était… Rappelez-moi le bon projet de loi. Vous voulez parler des médias, c'est ça? Oui. Non, le projet de loi C10 concerne les investissements en culture. Oui, celui qui concerne la protection des médias. Celui-là n'a pas été déposé encore. Parfait. Mais si on n'était pas en élection, on était en train de travailler justement là-dessus. On aurait pu travailler là-dessus. Pourquoi vous avez déclenché des élections? À quoi ils ont servi? À quoi ils ont servi ces élections, franchement? Ça me ferait plaisir d'y répondre, mais je ne veux pas… on a été disciplinés, on peut continuer de l'être ou cesser. C'est comme vous voulez. On va rester disciplinés. D'accord. Merci beaucoup. On serait rendu à la dernière partie en fait, de la soirée. Je vous ai dit plutôt qu'il y avait des gens du quartier qui avaient adressé des questions pour vous ce soir. On en a reçu une douzaine après l'appel qu'on a lancé. Puis d'ailleurs, on remercie tous ceux et celles qui ont pris le temps de nous soumettre les questions. Évidemment, on ne va pas vous soumettre 12 questions ce soir. On commence à être, je pense, tous et toutes aussi un petit peu fatigués. Donc, on a fait une sélection, puis des fois,
on a comme rassemblé les questions ensemble pour essayer de répondre au plus de questions possibles. Alors, la première question que je vais vous adresser, elle va porter sur la fracture numérique et la démocratie. La pandémie a mis en évidence l'existence d'une fracture numérique qui peut empêcher les citoyens et citoyennes de participer à la vie démocratique. Quels sont les changements structurels que vous allez mettre de l'avant afin d'établir une démocratie plus directe, participative et qui facilite l'alphabétisation numérique des gens du quartier? Alors, pour commencer, pour répondre à cette question, ça va être vous, Madame Michel. C'est un beau défi. Puis-je suggérer pour les questions du public, ça va me faire plaisir de répondre, mais je pense qu'on peut aussi aller spontanément si on se sent à l'aise avec la question. La fracture numérique, écoutez, il y a plusieurs éléments qui sont dans ça. La fracture numérique, ça peut être les gens qui ont accès à Internet, qui n'ont pas accès à Internet. Je trouve qu'il y a beaucoup de volets à développer là-dedans. Déjà, il y a amener l'Internet en région et pour tout le monde, ça réduit la fracture numérique. La possibilité dans nos systèmes de permettre l'accès aux ordinateurs, j'aime pas utiliser le mot littératie, hein, comment on va dire ça, mais que les gens soient à l'aise avec les ordinateurs, ça doit faire partie du système d'éducation aussi, ce qui est provincial en ce qui me concerne, mais amener l'Internet partout. Mais quand on parle de démocratie directe, oui, l'Internet permet à tout le monde d'aller donner ses commentaires. Ce n'est pas nécessairement la même chose qu'une démocratie directe qui est vraiment... Ça, je pense que ça ressemble peut-être plus au... C'est peut-être un peu plus proche du mode de fonctionnement du NPD, hein, dans vos conventions, la façon dont fonctionne le parti. Là. Non? Ben, excusez-moi si je me trompe. Là. Mais voilà, je vais m'arrêter là-dessus. Je ne pense pas être particulièrement pertinente sur cette question-là, mais c'est sûr qu'il y a du bon et il y a du mauvais qui vient de l'Internet et de la participation. Puis en ce moment, il y a beaucoup aussi d'agressivité qui vient avec ça. Et quand ça empêche les gens de s'impliquer en politique et pour la collectivité à cause de ce qui vient, la vague de fonds qui monte, ça peut nécessiter réglementation également. Merci. Madame Achouf? La question est très bonne parce que de plus en plus, l'Internet fait partie de nos vies et on en a besoin pour être fonctionnel dans la vie de tous les jours et aussi dans les fonctions économiques. C'est pour ça que plus les gens demeurent dans des zones éloignées, moins ils ont accès à Internet. Et si l'accès à l'Internet, si les compagnies de télécommunications ne sont que publiques, donc le privé n'est pas impliqué là-dedans, la compagnie d'Internet n'a pas intérêt à envoyer son lien à Saint-Creux-Creux-des-Monts. Donc, les gens, plus ils sont éloignés, moins ils vont avoir accès. Et l'autre élément, c'est les tarifs qu'on paye pour nos télécommunications. Et nous, on voudrait plafonner. Ce n'est pas normal qu'on soit un pays riche avec le tarif de télécommunications le plus élevé des pays du G20. Merci beaucoup. Monsieur Guilbault? Il y a plusieurs initiatives que notre gouvernement a mis de l'avant, notamment au niveau du financement des groupes communautaires pour aider à ce qu'on peut appeler la littératie numérique, donc achat d'ordinateurs, financement de cours, de formation, prêt d'ordinateurs à des gens qui n'en avaient pas pendant la pandémie pour qu'ils puissent participer à toutes sortes d'activités, ne serait-ce que parfois d'être en contact avec des gens au niveau social virtuellement, mais la pandémie oblige. Donc, on a fait plusieurs choses comme ça. Notre gouvernement, c'est le ministère du Patrimoine qui pilote cette initiative-là, une initiative qu'on nomme l'initiative de citoyenneté numérique. Alors, on finance toutes sortes d'organisations à travers le pays. Je pense à la Fédération professionnelle des journalistes au Québec, à des organisations non gouvernementales, pour aider à faire de la formation, pour former, pour créer des citoyens, des citoyennes plus allumés sur les questions du numérique, mieux outillés dans ce domaine-là. Et même si le gouvernement Legault ne nous aime pas beaucoup, on a signé un accord historique avec lui pour que d'ici la fin de l'année prochaine, 2024, que presque 100% des Québécois et des Québécoises aient accès à Internet. Merci beaucoup. Vous avez encore 6 minutes pour échanger sur le sujet fracture numérique, démocratie. Ben moi, je veux simplement ajouter à ce que dit M. Guilbault parce que c'est un élément qui est vraiment très important, puis c'est très important aussi en région. Et l'impact du non-accès
à l'Internet et aux ordinateurs est grand. Puis à terme, c'est moins d'accès au marché du travail. Ça réduit les perspectives en éducation également. Fait que c'est vraiment un élément sur lequel il faut se concentrer de façon très importante parce que sinon, on a un pays qui se développe avec des pôles Inégalitaire. Oui, je veux dire, la ville va avoir une économie florissante et les régions vont avoir une économie qui va péricliter parce que le numérique va prendre de plus en plus de place. Donc, ça doit absolument faire partie de nos stratégies. Même les de agriculteurs, développement. pour développer leur agriculture, leur machinerie, sont de plus en plus dépendants de ça. Et en fait, le numérique fait aussi des miracles au niveau de la santé, au niveau de l'accès à la santé. Et quand les gens en région ont accès à un Internet haute vitesse, ils peuvent avoir accès à des médecins beaucoup plus facilement parce que le lien, une bonne partie se fait par la télémédecine. Donc, c'est vrai que ça prend de plus en plus de place dans nos vies. Donc, si ça devient un besoin essentiel, il faut que ce besoin essentiel soit à la portée de la population et soit accessible. Donc, c'est pour ça qu'on pense que l'investissement public est nécessaire dans l'accès à l'Internet et aussi le plafonnement des coûts. Je pense qu'on s'entend là-dessus et l'accord dont je parlais avec le gouvernement du Québec pour fournir d'ici, si ma mémoire est bonne, fin 2023, donc l'Internet à presque 100 %. Donc, on n'aura pas tout le monde au Québec, mais presque. Et on regarde pour d'autres technologies, pour ceux qu'on ne pourra pas servir avec le réseau qu'on déploie présentement. Alors, ça prend effectivement des investissements publics, sans contredit. L'autre élément, c'est la réduction de la facture de téléphonie cellulaire. Nous nous étions engagés en 2019 à la réduire de 25 %. On n'est pas rendu tout à fait à 25 %. On s'en approche de plus en plus. Vous aurez remarqué que les fournisseurs d'accès ont des nouveaux forfaits beaucoup plus économiques qui s'enlignent sur la réduction des frais de 25 %. J'avoue qu'on n'y est pas encore tout à fait, mais on s'en approche de plus en plus. Avez-vous des choses à ajouter par rapport à la fracture numérique? Peut-être un... Pardon. Non, juste brièvement là-dessus, ça fait partie est-ce que ça fait partie des choses qui seront revues lorsqu'on va revoir les capacités d'action du CRTC, lorsqu'on va se pencher sur la loi sur la radiodiffusion? Est-ce qu'on va réouvrir plus largement les accès pas les accès au cellulaire, mais le nombre de compagnies, de fournisseurs, les tarifs, comme vous le soulignez. Alors, des choses sur lesquelles il faut vraiment se pencher. Le CRTC joue un rôle effectivement à ce niveau-là. Ce que j'aurais aimé dire, s'il nous reste un peu de temps, c'est que le monde numérique offre des possibilités très intéressantes et on vient d'en parler, mais il y a aussi des effets pervers très, très importants. On pense à le discours haineux en ligne, l'incitation à la violence, le partage non consensuel d'images intimes, qui est un problème très important, notamment chez nos jeunes. L'exploitation sexuelle des enfants. C'est pourquoi notre gouvernement s'engage. On a déjà commencé à travailler là-dessus. Je vous disais qu'on a créé une coalition internationale sur cette question-là, mais on s'engage à déposer dans les 100 premiers jours d'un prochain gouvernement libéral un projet de loi pour forcer les compagnies, notamment de médias sociaux, à éliminer les publications qui rencontrent l'un de ces 5 gestes illégaux-là dont j'ai parlé. Nous, on pense que si vous n'avez pas le droit de faire ça dans le monde physique, il n'y a pas de raison que vous ayez le droit de le faire dans le monde numérique. Alors, c'est pas vrai. Puis, ce n'est pas vrai que c'est parce qu'on limite le discours haineux en ligne qu'on limite la liberté d'expression. Vous n'avez pas le droit de sortir sur la rue et de lancer des accusations, de tenir un discours haineux. C'est interdit par la loi. Il n'y a pas de raison que vous ayez le droit de faire ça sur Internet. Là-dessus, je pense qu'on s'entend aussi. S'il y avait quelqu'un des conservateurs, ce serait une autre histoire. Tout à fait. Il y a encore près d'1 minute. Est-ce qu'il y aurait une dernière chose à ajouter ou vous voudriez passer à la prochaine? Passons à la prochaine. Peut-être qu'on aurait plus de choses à dire sur la prochaine. On retourne en fait sur les questions de logement parce que force est de constater que beaucoup des questions qu'on a reçues concernaient cette crise du logement. Alors, je vous pose tout de suite la question. Quelles sont vos actions concrètes pour stopper la gentrification de Laurier-Sainte-Marie et le départ des citoyens et citoyennes qui sont victimes de rénoviction et d'une hausse abusive de loyers, qui sont des conséquences aussi de la spéculation immobilière?
Que faites-vous? J'ai l'impression qu'on a un petit Je peu pense qu'on en répondu a à parlé ça, tout à l'heure, hein. donc Ouais. on s'entend tous sur… En tout cas, vous sembliez être capable d'élaborer encore plus sur la question. Je ne sais pas si Est-ce qu'on attend l'ordre ou on y va? Ce serait à vous de commencer. J'y vais. 1 minute. Une des mesures que nous, on a mis en place, on voudrait mettre en place pour arrêter la spéculation, c'est justement une surtaxe de 20 sur les investisseurs étrangers qui viennent ici et qui s'accaparent du parc locatif ou de notre parc immobilier au Canada. Ça, c'est une des mesures qu'on aimerait mettre pour pouvoir limiter la spéculation. Merci beaucoup. D'autres mesures dont vous n'avez pas parlé tantôt? Ce serait à vous, M. Guilbeault. Oui, d'accord avec cette mesure-là, d'accord avec la mise en place de lois pour freiner les rénovictions, d'accord également avec plus de transparence. Et le gouvernement fédéral peut jouer un rôle sur les questions d'immobilier parce qu'il y a beaucoup de choses qui relèvent du gouvernement fédéral. Donc, plus de transparence sur, vous avez appelé ça les flips, je pense que c'est un peu l'expression que tout le monde connaît, là, mais qu'on sache le prix d'achat d'une maison quand quelqu'un veut la revendre, ça fait combien de temps qu'il l'a, parce que présentement, ça peut être très difficile pour des acheteurs de connaître ces informations-là si le propriétaire ne veut pas le divulguer. Alors qu'il y a plus de transparence de façon à freiner cette surchauffe-là dans le marché. Mais ça passe aussi inévitablement par des investissements importants dans la construction de logements sociaux, de logements communautaires et dans la rénovation. Et on a mis de l'avant un projet pour ça, pour rénover le parc de logements communautaires, de logements sociaux, qui arrive à la fin de sa vie utile. Là. Beaucoup de ces coops-là ont été construits il y a à peu près 40 ans, donc il y a des investissements à faire importants. Alors, nous avons commencé à le faire. Le travail n'est pas fini, bien sûr. Écoutez, je vais simplement saisir l'occasion pour résumer ce que j'ai eu l'occasion de dire un petit peu plus tôt. Hein. Nous, on propose que 1 % des revenus de l'État soient consacrés au logement social et réinvestis en logement social. On propose la mise sur pied d'un fonds d'acquisition dédié au logement social pour que les immeubles qui sont mis sur le marché puissent être acquis là, plus rapidement par le gouvernement et convertis en logement social. On propose aussi une taxe pour les investisseurs étrangers qui achètent des immeubles et qui les laissent souvent vacants. On propose donc la taxe anti-flip qui permet de limiter là, les rénovictions et la spéculation. Alors, écoutez, comme ce sont des mesures sur lesquelles on semble plutôt unanime, je pense que… Est-ce qu'on peut vous annoncer la bonne nouvelle qu'il devrait y avoir du logement social au Parlement à la rentrée parlementaire? Parce que tous les partis semblent vraiment intéressés à se pencher sur la question. Alors, ça devrait amener du bon dans notre société. Puis, je dirais presque tous les partis. Oui, vous pourrez compter sur le Bloc québécois là, pour défendre vos intérêts là-dedans. On prend ça des bonnes nouvelles quand il s'agit du logement. Je vous invite à passer en fait à la dernière question du public qu'on aborderait ce soir, qui est au sujet de l'immigration. Ce n'est pas une question avec un grand préambule, elle va être assez directe et donc vous allez avoir chacune 1 minute pour y répondre. La question est la suivante. Quels sont vos engagements vis-à-vis de l'entente Canada-Québec et la répartition des seuils d'immigration entre les différentes provinces? Comment voyez-vous ça? Alors, je vais inviter d'abord Mme Michel à répondre à la question. Bien, écoutez, dans notre point de vue, nous, au Bloc québécois, on veut que l'immigration demeure, que la sélection des immigrants demeure celle de Québec, comme c'est le cas actuellement. Alors, Québec fixe ces seuils d'immigration qui sont quand même importants. On est une des provinces qui accueille le plus d'immigrants ici. Par contre, ce qui est important, c'est de veiller à une bonne intégration, une bonne francisation des immigrants, que les gens, avant de s'en venir ici, soient suffisamment informés des embûches qu'ils vont rencontrer sur le marché du travail une fois arrivés ici, parce qu'il faut être préparé, il faut veiller, il faut avoir son CV prêt, un CV qui va être lisible ici, qui va être compréhensible avec une bonne correspondance au niveau des diplômes. Il y a du travail à faire au niveau des ordres professionnels qui ne reconnaissent pas nécessairement les formations acquises à l'étranger, tout ça. Et ce sont des embûches importantes ici lorsqu'on arrive au Québec. Alors,
mieux informés seront les gens en amont, mieux se passera l'intégration ici. C'est un facteur important. C'est tout le temps qu'on a. Et voilà. Monsieur Guilbeault? On parle de pénurie de main-d'œuvre dans une société vieillissante comme la nôtre, où il y a beaucoup plus de gens âgés qu'il y a de jeunes. Comment est-ce qu'on va faire pour payer nos programmes sociaux dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans? C'est grâce à l'immigration. Je veux dire, il n'y a pas d'autre façon là, de s'attaquer à ça. C'est pas toujours facile de travailler avec le gouvernement du Québec sur ces questions-là. On a des points de vue différents parfois, mais on finit par y arriver. On se rappellera qu'au début de son mandat, le gouvernement Legault a décidé d'abaisser les seuils d'immigration et qu'il y a eu une levée de boucliers là, de partout en province, que ce soit les agriculteurs en région, que ce soit les chambres de commerce, que ce soit le secteur de la restauration, du tourisme, qui a dit, écoutez, ça n'a pas de bon sens, on a besoin de ces gens-là. Je pense que la situation se rétablit maintenant, mais nous sommes un pays, et c'est un phénomène qui est présent dans tous les pays occidentaux. La voie de l'avenir passe par l'immigration. Merci, M. Guilbeault. Mme Machu? Moi, je ne voudrais pas discuter des seuils d'immigration, mais je voudrais discuter de l'intégration des personnes immigrantes. L'immigration, pour nous, est une richesse. On en a besoin, mais ça contribue énormément à la richesse du pays, à la diversité de notre pays, et il faut très bien les intégrer à la culture, à la langue et au marché de l'emploi. Une personne intégrée, une personne immigrante intégrée, c'est une personne qui a réussi à intégrer le marché de l'emploi ou des études, parce que c'est là où on établit nos racines et on établit des liens et on se sent chez soi. La francisation, pour nous, ici au Québec, est extrêmement importante. La reconnaissance des diplômes, c'est la faille majeure dans tout le processus d'immigration. Moi, juste autour de moi, je pourrais vous nommer 100 personnes dans la communauté iranienne qui sont médecins ou ingénieurs ou infirmières qui ne peuvent pas intégrer leur emploi. Ils sont super qualifiés. Ils viennent ici et on leur dit, mais non, on n'a pas besoin de chez vous. En plus, ce n'est même pas vrai qu'on n'a pas besoin d'eux. Merci. Vous auriez jusqu'à 6 minutes pour poursuivre peut-être la conversation par rapport à ce sujet-là. Est-ce que vous avez d'autres éléments à apporter par rapport à ce que vous avez déjà nommé? J'aimerais brièvement saisir l'occasion pour rappeler qu'on a besoin au fédéral de réinvestissement en immigration. Il y a énormément de retard dans le traitement des dossiers actuellement. J'imagine que la COVID n'a pas aidé. Comme vous le disiez, la COVID a le dos large, peut-être, mais tout porte à croire que le ministère de l'Immigration a besoin de main-d'œuvre, a besoin qu'on investisse pour qu'on puisse numériser efficacement les dossiers, pour les traiter plus rapidement, plus efficacement. Revoir aussi les façons de traiter les dossiers parce qu'actuellement, les gens envoient leur dossier. Une pièce n'est pas convenable. Le dossier est retourné. Et pourquoi ne pas passer au travers de l'entièreté du dossier, retourner la liste des pièces manquantes à la personne et renvoyer ça? On limite le va-et-vient, on accélère le traitement du dossier, on améliore l'efficacité. Il y a plus de 12 000 dossiers qui sont en attente en ce moment. Il faut s'y attaquer. Moi, en porte-à-porte, j'en ai rencontré des gens. Une fille chez qui je suis allée, elle me dit, ça fait 4 ans que je suis ici, j'ai mon appart, je travaille, j'ai mes amis, je suis intégrée. Elle parle français, elle a tout ce qu'on veut. Toujours pas, on n'autorisait toujours pas ses papiers. Non, mais l'année d'attendre est repartie. C'est déjà fait. Je suis tout à fait d'accord. Je pense qu'on peut et on doit faire mieux. Et j'avoue, je suis le premier à avouer que le gouvernement fédéral et certains de nos processus doivent être améliorés. Cela étant, il y a des enjeux parfois avec le gouvernement du Québec d'alignement et ce n'est pas toujours facile, mais je pense qu'on doit aux gens qui viennent ici de faire mieux et de trouver des solutions, même si ce n'est pas toujours facile avec le gouvernement du Québec. Et l'immigration, il y a aussi des personnes qui ne… Est-ce que je peux embarquer? Oui. En fait, la personne immigrante arrive de manière planifiée. Et nous, on la reçoit de manière supposément planifiée. Mais souvent, on n'est pas prêt à bien les intégrer. Ça veut dire qu'on n'est pas assez prêt. Mais il y a une autre forme d'immigration aussi qui est les personnes qui
qui, dans le monde, parce qu'ils sont persécutés dans leur pays, parce que leur pays d'origine ne les protège pas, sont obligés de les quitter, ils viennent ici et ils cherchent l'asile. Nous, au Canada, on a toujours été une terre d'asile et il faut qu'on soit accueillant pour ces gens-là. Il faut qu'on investisse la quantité d'argent nécessaire pour pouvoir les intégrer. Et aussi, il ne faut pas les oublier. Et quand on parlait d'intégration tout à l'heure, on a parlé des ordres professionnels. Ça ne relève pas du fédéral, mais il faut que quelqu'un se penche sur cette question qui est la question cruciale pour l'intégration des immigrants qui arrivent là et qui sont gaspillés, sont littéralement gaspillés. Ben, je vais prendre vous avez parlé des réfugiés, là. Je vais juste prendre une petite minute parce que ça me semble important, puis je suis certaine que ça va être consensuel, là. Mais durant la COVID, là, on a eu beaucoup de gens venus d'ailleurs qui sont venus nous aider. Beaucoup de réfugiés qui sont venus travailler dans les hôpitaux. Puis merci tout le monde. Je sais qu'il y en avait beaucoup qui étaient membres de la communauté haïtienne. Il y en a beaucoup qui sont passés par le chemin Roxham et on a travaillé fort pour tenter de légaliser le statut de ces personnes-là, dont la plupart parlaient déjà français, qui étaient ici en train de travailler avec, parfois en zone grise, là, mais il y en a beaucoup qui ont donné un coup de main dans la COVID. Fait que chapeau tout le monde. On va travailler pour régulariser ces statuts-là. Tout à fait d'accord. Merci beaucoup pour cet échange. On approche, pas dangereusement, mais on approche de la fin de cette soirée. La façon dont on l'avait pensé, c'était de vous offrir chacune un mot de la fin. En fait, vous auriez 1 minute 30 chaque. Alors, on pourrait commencer par Madame Machouf, vos mots de fin. Merci beaucoup pour cette soirée. Merci à vous tous d'avoir assisté, de nous avoir écoutés à travers l'Internet, à travers les médias sociaux. La COVID nous a appris quelque chose de super important. Nous a appris qu'en temps de crise, on est capable de serrer les coudes. On a développé un vaccin en 1 an. C'est du jamais vu dans le monde médical. Pourquoi? On y est arrivé parce que tout le monde a collaboré. Alors maintenant, la COVID n'est pas finie, évidemment, il faut qu'on continue, mais on a une autre crise majeure qui est aussi importante que la crise de la COVID et elle s'appelle la crise climatique. Il faut qu'on agisse avec la même ferveur, avec la même collaboration et avec le même sentiment d'urgence si on veut y arriver. Alors, moi, je me présente pour le NPD ici dans Laurier-Sainte-Marie et je vous demande de voter pour moi parce que la dernière fois, vous avez envoyé Steven, l'environnementaliste, pour nous défendre en matière d'environnement au Parlement. Et finalement, on s'est ramassé avec un député libéral de plus qui passe son temps à défendre le pipeline et à dire que l'achat de pipeline nous aide pour investir dans des énergies vertes. Moi, si je serai au Parlement, je vais me battre pour vous, je vais me battre pour l'environnement et je vais m'assurer qu'on ne nous passe pas de sapin. Votez pour moi. Merci. Monsieur Guilbault? Bien, on a parlé ce soir effectivement de mon rôle comme ministre à la fois du patrimoine, mais aussi comme ministre ayant travaillé sur plusieurs dossiers environnementaux, la relance verte, le plan de lutte au changement climatique. Mais évidemment, la personne que vous allez envoyer la semaine prochaine à Ottawa sera votre représentante. C'est la personne qui va se battre pour vous en tant que citoyen, en tant qu'organisation. Et je vous lirai en conclusion un dernier témoignage. J'en ai reçu plusieurs, j'en ai lu quelques-uns. Très beau projet, juste ici à côté de l'îlot Sainte-Brigide, qui est mis de l'avant par plusieurs organisations, dont le Carrousel, le Clou et le Cube, qui m'ont conjointement envoyé cette lettre. Et là, je vous en cite un extrait. Parce que rien n'aurait été possible sans votre écoute, votre investissement personnel et votre force de conviction. Au nom du Carrousel, du Clou et du Cube que nous représentons, au nom des administrateurs et administratrices des conseils d'administration de ces organisations, au nom de l'ensemble du milieu artistique concerné, de tous les enfants et adolescents qui bénéficieront des travaux qui se mèneront au Cube, nous tenons à vous remercier très vivement de votre engagement dans ce projet à la fois artistique, culturel, patrimonial et citoyen. Alors, c'est ce que j'ai fait au cours des 2 dernières années. J'ai été votre représentant à la fois sur les questions environnementales, à la fois sur les questions artistiques, à la fois pour les groupes communautaires, à la fois pour les projets très locaux de pistes cyclables. Et c'est ce que je m'engage à continuer à faire pour vous au cours des prochaines années. Merci beaucoup. Merci. Madame Michel?
Bien, je vous remercie pour l'organisation de cette soirée. Merci aux gens qui étaient présents dans la salle. On est quand même assez nombreux. Ceux qui étaient présents derrière leurs écrans également. Moi, je suis ici pour une chose, c'est pour vous demander d'accorder de nouveau la confiance, votre confiance au Bloc québécois. Le Bloc québécois et Laurier-Sainte-Marie ont travaillé efficacement ensemble pendant 21 ans. Le Bloc est de retour au Parlement. Vous savez que vous pouvez avoir confiance en nous. Écoutez, vous êtes ici là, ce soir parce que vous avez tous une inquiétude, une sensibilité pour l'équité, la justice sociale. Sachez que le seul parti présent ici ce soir qui n'a pas pigé dans les subventions salariales pour s'autofinancer, c'est le Bloc québécois. On fait notre campagne comme on peut, avec les moyens qu'on a, mais le financement politique se fait uniquement avec des dons du public. Nous sommes un parti qui travaille avec éthique. On se présente avec vous, avec ce qu'on est, avec la bonne volonté qu'on a, avec le désir de travailler pour vous, juste pour vous. Puis on est le seul parti à pouvoir le faire. Avec le Bloc québécois, ce n'est pas compliqué. Si c'est bon pour le Québec, on est d'accord. Puis si c'est bon pour le reste du Canada, bien, tant mieux. Merci. Merci beaucoup. Alors, ça mettrait fin au débat électoral de ce soir. Avant qu'on se quitte, évidemment, je vais faire quelques petits remerciements. Déjà, merci à vous trois d'avoir accepté l'invitation, de vous être prêtés au jeu. On n'est comme plus habitués à être en présentiel. Ça nous manque. Oui, ça nous manque, mais ça fatigue aussi. Là. On n'est comme plus habitués à ces interactions-là. En tout cas, pour ma part, ça me fatigue quand même. Merci aux gens qui sont dans la salle, évidemment. Merci aussi aux personnes qui sont en arrière de leur écran. C'est vraiment super d'avoir pu faire cet événement ce soir, puis justement de faire vivre la démocratie malgré notre contexte. Merci à toute l'équipe du Centre Saint-Pierre qui nous a accueillis, toute l'équipe technique aussi. Merci à Gabriel là-bas. Je veux remercier aussi l'équipe de la CDC Centre-Sud et de la table de concertation du Faubourg Saint-Laurent qui ont organisé la soirée ce soir, parce qu'en réalité, c'est pas moi qui l'ai organisée, c'est bien d'autres personnes. Merci Gabriel, merci Annick, merci Judicaël au fond, merci Marc-André là-bas. Vraiment un grand merci. Et les élections ont lieu lundi prochain, j'imagine que vous le savez. Alors, n'oubliez pas d'aller voter si ce n'est pas déjà fait. Et je vous remercie. Merci beaucoup. Bonne soirée. Merci.